Comment je vous dirais bien ça? Je suis vraiment contente d'avoir découvert un univers à la fois fascinant et déstabilisant à travers les yeux d'une pionnière. Le domaine des jeux vidéo est encore un médium en pleine évolution, avec une croissance phénoménale, mais il a aussi une culture bien ancrée qui se doit d'être repensée et transformée. Mon invitée a défoncé des plafonds de verre et elle a plongé dans cette aventure avec toute la bonté, la passion et la persévérance du monde pour atteindre des rêves inespérés. Quintuple championne du monde, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle veut du changement dans son industrie et elle le crée maintenant quotidiennement. Enregistrée dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve, je vous présente la brillante tête de cochon, Stéphanie Harvey, aussi appelée Miss Harvey. Bonne écoute! Stéphanie Harvey, merci Salut. beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation de Tête de cochon. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que, en lisant ta biographie, mais en te suivant aussi depuis quelques années, il y a comme une petite lumière qui allumait là. Oui, elle a des traits d'une belle tête de cochon. Mais je pense que je suis due, là. Pour finir la saison, là, j'étais comme, je pense que Stéphanie, c'est la belle cerise sur le Sunday. Fait que je suis très contente de te recevoir Ça me fait aujourd'hui. plaisir d'être ici. Il y a plusieurs choses dont je veux qu'on parle. Puis d'ailleurs, félicitations pour ce livre-là. Je trouve que ça éveille des réflections, ça nous éclaire aussi sur certains sujets. Quand on est moins familier avec les jeux vidéo, on dirait qu'on lit ça, puis OK, on dirait qu'on a une nouvelle perception, une nouvelle vision. On comprend mieux, en fait. Fait que félicitations pour ça. Je voulais commencer d'abord, je pense, par le début parce que tu sais, la jeunesse, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui s'allument à cette époque-là. Puis je voudrais savoir, comment tu décrirais la jeune Stéphanie? Comment elle était à l'époque? Moi, j'étais quelqu'un qui était vraiment intense. En fait, j'ai pas vraiment changé. Mais je dirais que j'étais une touche à tout. C'est un beau problème à avoir. C'est encore mon problème présentement. Je peux faire plein d'affaires. J'ai trop d'options. Je sais jamais quoi faire. Fait que c'était un peu ça quand j'étais jeune. Tu sais, je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'art, beaucoup de culture, beaucoup de... j'avais beaucoup d'amis. Tu sais, j'étais comme vraiment tout le temps impliquée un peu partout. Mais, tu sais, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un de mes plus gros problèmes aussi parce que je m'investis pas nécessairement tout le temps à fond dans un truc. Je m'investis dans 15 trucs correctement, alors que peut-être que je pourrais vraiment pousser un truc comme à l'excellence. Bref, c'était un peu ça vraiment quand j'étais jeune aussi. J'étais une petite fille qui aimait tout essayer, aller tout. Une espèce de faux mot, mais déjà quand j'étais genre bébé. C'est fou, là, oui, puis sans comme le vouloir nécessairement, Ouais, mais en même temps, je pense que tes parents, ce qu'on en comprend, c'est que tes parents t'ont poussé là-dedans. Ouais. Tu sais, autant que tu suivais ton père pour aller, parce que lui était quand même assez sportif, fait que le golf, le hockey, le baseball, ta mère, elle jardinait, la couture, la cuisine, fait que ça, finalement, c'est comme t'as été élevé là-dedans. Fait que ça serait dur ça serait sortir de ta nature, finalement, de pas vouloir essayer plein de choses. Oui, c'est vrai que, étant enfant unique aussi, j'avais la possibilité de les suivre un peu partout. Puis apparemment, j'étais vraiment pas de trouble. Ma mère, elle me dit tout le temps, avant que tu rentres au secondaire, t'étais l'humain le plus incroyable de la planète. Je t'amenais n'importe où, tu pleurais jamais, t'étais tout le temps contente. Puis là, t'es rentrée au secondaire. Ah ouais, là, c'est ça. L'adolescence est arrivée, puis là, elle changea à jamais. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps avec eux. Il y avait, tu sais, c'est sûr, j'avais des gardiennes, mais vraiment moins, je pense, que la plupart du monde. Je m'auto-gérais, j'avais du fun n'importe où. J'étais vraiment pas compliquée, puis je m'endormais aussi n'importe où. Fait que, tu sais, si jamais j'étais fatiguée, je chialais pas, ou, tu sais, je faisais juste me coucher, puis dormir. J'étais encore un peu de même. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu disais, tu pouvais autant jouer avec des Legos, des Barbie, tu mettais des robes, t'avais des tortues ninja. Tu sais, on sentait que il y avait pas de genre à la maison, en fait. Tu sais, c'est une discussion qu'on a davantage de nos jours, mais même à l'époque, il y avait comme quelque chose d'avant-gardiste dans la façon de t'élever, peut-être, de tes parents, où tout était ouvert. Définitivement. Définitivement. Mais moi, j'ai toujours dit, tu sais, mon père, c'est sûr, il est vraiment content de m'avoir, là, mais tu sais, il aurait peut-être aimé ça un petit gars. Parce que mon père, là, il est tellement dans le sport, vraiment intense. Tu sais, il aurait aimé ça élever un professionnel de joueur de hockey, là. Fait que j'ai tout le temps l'impression qu'il m'a comme
amené jusqu'au bout qu'ils pouvaient, selon les limites de la société. Ouais. Ça n'existait pas, des petites filles en hockey. Fait que, tu sais, je faisais du patin artistique, je faisais d'autres choses. Puis, tu sais, le concept des blocs Lego, j'en avais des roses, j'en avais des bleus. Tu sais, je sais pas, je vivais le rêve de mon père dans une petite fille, puis je vivais aussi le rôle d'une petite fille tout court avec mes parents. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai pu amener mes amis de filles là-dedans aussi, tu sais. Ah ouais? Je me souviens, en 6e année, non, à 6 ans, excuse-moi, un party de Mario Kart, où, tu sais, on jouait aux jeux vidéo toute la journée, c'est ça que je voulais faire. Ou, tu sais, quand je faisais des sleepovers chez mes amis, on louait une Nintendo 64. Tu sais, j'étais pas seule dans ça. J'avais l'impression que vraiment, toutes mes amies, on était comme non-genrées. Oui, mais il y a comme... en plus, c'est tellement une période où on a encore des éponges que... Puis, souvent, parce que j'ai à enseigner à des jeunes filles, parce que dans mon parcours, j'ai dansé longtemps. Puis souvent, quand tu es en contact avec ces jeunes-là, l'adolescence, il y a un changement, mais quand elles sont encore jeunes, la notion entre le gars, la fille, tu sais, il y a comme... On s'en fout, là. Ouais. On joue aux jeux vidéo, puis on aime ça, puis en même temps, c'est beau. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on inculque. Mais veux pas, tes parents, à l'époque, avaient cette certaine liberté. En fait, ils se sont permis, ils se sont pas contraints à ce que la société nous impose. Mais c'est le fun de savoir que, justement, tes amis aussi étaient super... Ah oui, c'est trop trippant, non, tu sais, Mario dans le fond, Kart, peut-être qu'ils détestaient ça, mais je le saurais jamais. Ils ont des sourires sur les photos. Mais, tu sais, il faut savoir que moi, je suis super proche de ma famille. Fait que mon père, il m'amenait chez ses frères tout le temps, ses sœurs. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de... On a beaucoup de... Mon meilleur ami, c'était mon cousin. Ouais. On est nés la même journée. On était à l'hôpital en même temps. Ben, voyons donc. Fait qu'on était comme super proches. À un certain point, je pense que j'étais quasiment plus proche que ses propres sœurs de lui parce qu'on était vraiment de la même âge, même génération. Puis il jouait aux jeux vidéo, tu sais. Fait que moi, je le regardais jouer. Fait que je sais pas, il y a toujours... Ça a toujours fait partie de vraiment mon entourage familial. Là. Oui, puis d'ailleurs, Super Mario Kart, si je me trompe pas, c'était... un des premiers contacts que tu as eu, finalement, avec les jeux vidéo. Tout ce qui est Nintendo, là, la NES puis la Super NES. Oui. Surtout la NES, Mario 3, tu sais. Puis après ça, moi, je suis née en 86, fait que la NES est sortie en 85. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu jeune pour le 1, le 2. Mais j'ai vraiment, tu sais, trippé sur le 3 et tout ce qui vient après. Puis, tu sais, j'ai des mémoires de mon père qui allait... Il fallait qu'il trouve le Super Mario Kart parce qu'il m'avait amené chez un de ses amis de gars, puis ces petits gars jouaient à ça. Puis là, trouver Super Mario Kart, c'était pas facile. C'était vendu partout. Fait que là, il est allé dans une place où tu pouvais louer les cassettes. Puis il a bribe. Il a donné du cash au propriétaire pour qu'il puisse acheter la cassette parce qu'il pouvait juste la louer. C'est une cassette juste lui. Fait que je l'ai eu. Alors bref, mon père était vraiment motivé. Quand je voulais de quoi, là, il faisait tout pour sa fille. Ouais. Puis je pense que, en tout cas, ce qu'on ressent aussi dans le livre puis quand on lit sur toi, c'est qu'il y a comme ce sentiment-là de dépassement qui arrive quand même assez tôt. Tu sais, puis tu as eu une console avec comme 2 jeux pendant vraiment longtemps. Ouais. Fait que là, il fallait que... T'étais tout le temps en train de te battre contre toi-même pour t'améliorer. Fait que ça t'a forgé jeune, là, finalement. Cet esprit-là un peu compétitif, mais aussi ce désir de dépassement-là. Ouais, ben, tu viens de tout dire, là. Moi, souvent, le soir, je voulais jouer à des jeux, puis là, mes parents voulaient pas que je sorte parce que c'était la semaine, puis j'étais jeune, puis... Fait que les autres, ils voulaient écouter leurs émissions de télé. Fait que là, finalement, je me ramassais à jouer contre moi-même à des jeux vidéo, tu sais. Fait que non, ça a toujours été l'espèce de pression de performance. Le monde me dit que tes parents devaient te mettre de la pression de performance, tout ça. Même pas, c'est moi qui me la mettais moi-même. Fait que, tu sais, le plus de sang, je me souviens, le plus de sang que je peux avoir au primaire, tu sais, genre vraiment très tôt. Là. J'avais une amie qui avait qui avait sauté une année. Oui. Puis ma mère, elle m'avait dit qu'elle avait refusé ou c'est moi qui avais dit non, peu importe, parce que moi, je voulais pas sauter une année parce que je voulais rester avec mes amis. Fait que, tu sais, j'étais en... T'aurais pu, là. J'étais en mode, genre, je veux tellement performer, mais mes amis sont comme importants. Mais ça, est-ce que c'est encore là, ça? C'est comme une partie de toi, d'une certaine façon. Je pense que oui. Mais je pense que oui, je suis très difficile sur moi-même. Oui. C'est un de mes plus gros problèmes, probablement. Je prends pas beaucoup de pauses, je prends pas beaucoup de temps, je me pardonne pas beaucoup. Je suis très exigeante. Puis, je suis beaucoup plus sweet avec les autres.
OK. Mais ça, c'est drôle. On en reparlera plus tard, mais il faut en fait, il faut mettre les gens en contexte. Plus tard au secondaire, en fait, c'était... Tu voulais impressionner quelqu'un, mais finalement, t'es tombé en amour avec le jeu qui va changer ta vie. Là. Ouais. Comment ça s'est déroulé, cette période-là? Que t'étais comme à la conquête d'un gars, mais finalement, ça t'a comme ouvert les portes d'une nouvelle, peut-être, vision ou, tu sais, il y a quelque chose de fort là, dans ce déclic-là. Mais je pense que moi, j'ai pas nécessairement... Tu sais, quand je regarde mon secondaire, je suis pas sûre que j'ai tant aimé ça. Tu sais, les gens sont quand même méchants. Ouais. J'avais des amis, mais tu sais, je sais pas. Il y avait une rotation de groupes d'amitié. Je me faisais quand même tasser pas mal. Bref, c'était pas tant évident. Mais tu sais, les amours, tout ça. Moi, j'étais quelqu'un qui était très émotif, très... vivre me faisait mal. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans Big Brother pour ceux qui ont écouté la saison, là, mais ça a commencé à l'adolescence où vivre me faisait mal. Puis ça a duré comme une grosse partie de ma vie. Puis... je trouvais pas ma tribu, tu sais, j'étais pas bien dans rien. Puis j'essayais des affaires, puis tu sais, j'avais l'impression moi, d'essayer, puis de vraiment pousser, puis d'être contente, puis d'être là pour les autres, mais j'avais pas l'impression que les autres étaient là pour moi. C'était comme à sens unique. Ouais, fait que je me donnais. Puis j'ai découvert les jeux. Puis les jeux vidéo avec une communauté qui était comme vraiment incroyable pour moi, puis qui me laissait pas tomber, tu sais. Fait que ce moment-là a comme changé ma vie. Surtout l'année charnière, tu sais, tu passes du secondaire au cégep. Ah oui, c'est tough, ça. Puis tu t'es plus dans la même école, t'as plus les mêmes amis, tu sais, mais moi, j'avais les jeux, je m'étais comme accrochée aux gens locaux qui jouaient à des jeux avec moi, là. Fait que ça a comme été ton repère, finalement, pour cette transition-là. Mais il y a une étincelle là, qui s'allume à ce moment-là. Ouais. Puis finalement, ce fameux gars-là, il est pas resté dans le décor longtemps. Là, non, mais c'est drôle, j'ai rêvé à lui, genre avant hier. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, dans ma tête, il ressemble encore à ce qu'il ressemblait au secondaire. Tu sais, aucun rapport. Tu sais, quand t'as des rêves d'une personne, puis tu sais, elle n'a pas rapport, tu sais, mettons, elle fait des œufs, puis t'es comme, tu sais, ça avait aucun rapport. Je suis allée au bal avec, mais tu sais, on n'a jamais été romantiquement impliqués, là, c'était vraiment, tu sais, j'étais son deuxième choix, il y en avait vraiment rien à foutre, il paraissait. J'étais pas son kick. C'était pas mal de la merde. En résumé, là, fait qu'on s'est comme, je pense qu'on s'est revus une fois dans un bar 10 ans après, genre, hey, salut, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est ça, lui, il le sait toujours pas, là. Bon, d'après moi, il le sait. L'homme d'entrevue, j'en ai parlé, d'après moi, il le sait. C'est-il reconnu? Parce que l'as-tu déjà nommé? Ben non, mais il fallait au bal avec une personne. Fait que, tu sais, si jamais il a écouté une des 100 000 entrevues que j'en ai parlé, c'est sûr qu'il s'est reconnu. Ou, tu sais, j'imagine qu'il y a quelqu'un dans sa vie qui a écouté l'entrevue. Ben, je peux pas croire. T'es pas allé au bal avec elle, tu sais, genre... Parce que, bref. Puis finalement, c'est ça, c'est qu'au bal, il s'est pas passé grand-chose. Non, là, je pense qu'on n'est même pas arrivés ensemble. il y a un de ses amis de gars qui avait une Porsche ou quelque chose de la même, puis c'est juste 2 places, fait que c'est le gars qui conduisait, puis c'est le gars qui jouait au bal qui était le gars qui était assis à côté. Fait que, tu sais, on n'est même pas arrivés ensemble. Mes parents sont venus me porter. C'était vraiment... Non, c'était vraiment pas... Pour moi, c'est pas un beau souvenir, ce moment-là, mais ça me dérange pas. C'est une drôle d'anecdote, maintenant. Oui, c'est comme... Mais malgré tout, c'est quand même un point marquant, tu sais. Oui, mais ça complète ce que je viens de te dire par rapport où j'ai vraiment pas trouvé ma tribu au secondaire. Tu sais, même le gars avec qui j'étais au bal, mais ça marchait pas. Mais ça a dû être long. C'est long, 5 ans, quand... Ouais, mais tu t'en rends pas... Moi, je m'en rendais pas compte. À chaque fois, je pensais que ça, c'est ma meilleure amie. Tu sais, puis là, il se passait tout le temps de quoi. Moi, je pense que c'est moi, là. Moi, je pense que j'ai un problème. Je suis vraie, mais ça m'est arrivé très souvent dans ma vie. Je suis naïve, je suis genre tout le temps là pour les autres. Puis je vois rien, là. Je vois pas le méchant, là, jusqu'à temps que le méchant me frappe, tu sais. Non, et je pense que 3 de mes meilleurs amis dans ma vie se sont mis à sortir soit avec mon chum ou mon kick. Tu sais, genre, tu sais, des affaires, là. Je suis vraiment poche. Quand je suis amie avec quelqu'un, je suis comme amie à vie à mort, je soutiens ces gens-là, puis je m'oublie. Puis c'est pas nécessairement positif, là, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment moi aussi. Je pense que j'avais pas appris à mettre ma place, tu sais, puis à dire non, regarde ça, moi, je veux faire ça.
sais. Fait que je faisais tout le temps les choses des autres. J'étais poche, mais ça fait... C'est comme un peu un miroir, là, quand t'es comme trop... Tu veux trop plaire, tu sais, tu t'oublies, puis je pense que j'étais comme ça, moi, pas mal. Mais j'ai l'impression que par la suite, quand t'as trouvé ta niche, il y a comme... Il y a eu un changement. Ouais, là. c'est ça. Ben, c'est ça, je pense. Quand j'ai trouvé les gens avec qui je pouvais vraiment être moi-même, sans avoir à plaire à quelqu'un, sans avoir à faire, tu sais, quelque chose, tu sais. Puis moi, ça faisait des années que je lisais des BD. J'étais déjà quand même assez nerd, là. Ouais. Mais je me cachais, je collectionnais les timbres, mais je le disais à personne, tu sais. Puis je me rappelle, on avait fait un pacte avec une fille du secondaire. On s'était dit qu'on n'allait pas dire qu'on collectionnait des timbres à personne, puis on collectionnait des timbres ensemble. Tu sais, j'étais comme un peu dans le closet, le nerd closet. Puis j'aurais probablement dû l'embrace très longtemps avant, mais c'est comme si, là, quand j'ai découvert ma tribu, qui était un peu une tribu de gens comme moi, là, qui se sont fait un peu tasser au secondaire, ou tu sais, qui n'ont pas trouvé leur personne. Puis c'est là j'ai vraiment pu être moi, I guess. Oui. Puis en même temps, puis ça, on y reviendra parce que, je veux dire, les filles, à l'époque, dans cet univers-là, étaient tassées quand même, là. Fait que, tu sais, il y a comme... T'as ta place, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui te fait sentir à ta place. Mais on y reviendra parce que faut quand même expliquer que t'as été quintuple championne du monde dans un jeu extrêmement populaire qui s'appelle Counter-Strike. Mais... pour les gens qui sont comme, qu'est-ce que c'est? Ce serait quoi la meilleure façon d'expliquer ce jeu-là? Je te dirais que c'est un jeu de tir à la première personne. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un jeu de guerre. Là. Le visuel, c'est un jeu de guerre. Ouais. Fait que c'est du 5 contre 5 où on a un objectif, tu sais, d'aller planter une bombe ou désamorcer une bombe. Puis, si jamais tu remplis l'objectif, t'as un point. C'est aussi simple que ça. Puis le premier qui a 16 points gagne. T'sais. Fait que t'as comme une temps limite. Oui, là, t'sais. mais ça va vite, là. J'ai regardé ça, puis là, j'étais là, oh mon Dieu. Ouais, ça va vite. Ben, normalement, une ronde, pour avoir un point, ça dure 1 minute 45. C'est ça, fait que il y a un roulement quand même. Ouais, c'est des courbes émotionnelles quand même vraiment intenses. Ça se compare à pas grand-chose. Je te dirais que dans le sport traditionnel, c'est comme un peu... Des fois, je compare ça beaucoup au football américain parce qu'il y a une défense, il y a une attaque, il y a des stratégies et tout ça. Puis je compare ça au hockey pour l'intensité. Fait que c'est comme un mix entre le hockey pour l'intensité versus avec du football américain pour la complexité de la stratégie. Oui. Ouais. Puis tout ça, c'est comme je disais, c'est dans le contexte de guerre, mais tu sais, t'enlèves la guerre. Moi, je la vois pas, la guerre. Là. Tu enlèves la guerre, puis le jeu existe encore. Ce qui est vraiment le fun dans le jeu, c'est vraiment toute la complexité des stratégies, du travail d'équipe, puis d'apprendre à travailler pour devenir la meilleure personne au monde ou la meilleure équipe au monde. Ça, c'est ce qui m'a fait vibrer pendant un siècle ou deux, décennie. Je ne suis pas un vampire. Je me trompe tout le temps entre le mot siècle et décennie. Puis, j'adore ça. J'étais comme, mon Dieu, on a un scoop. Puis, qu'est-ce qui est... Parce que là, c'est ça. C'est la jouabilité d'une certaine façon. C'est la stratégie. C'est pas nécessaire. Mais l'univers, vous aviez quand même... ce que j'en comprenais, c'est que pour devenir meilleur, il fallait vraiment que tu analyses l'environnement. Là. Il y a comme une compréhension. Comment tu pratiquais, tu t'entraînais. Concrètement, c'est en jouant le plus possible. Mais je sais qu'il y a aussi le développement d'une mémoire musculaire qui est importante parce que c'est extrêmement rapide. Mais je compare vraiment ça au sport professionnel. Un peu comme un Olympien aussi. Tu sais, c'est un mix entre, mettons, un Olympien puis un joueur de hockey, mais tu sais, on a toute une équipe autour de nous. Là. Quand tu arrives au niveau professionnel, tu as une équipe autour de toi, puis tu sais, que ce soit des analyses de parties, que ce soit l'analyse adversaire, des tendances, l'analyse de tes propres erreurs, comparer ce que les autres équipes font, puis qu'est-ce que tu peux prendre de ces équipes-là, du travail individuel, justement, comme tu disais, sur la mémoire musculaire. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui lance dans un filet 100 fois de suite, mais nous, on a le même principe, mais dans le jeu, tu sais, pour qu'on t'habitue ton œil, t'habitues ton réflexe, t'habitues aussi ton corps au niveau de... Quand est-ce que tu manges quoi, quand tu dors, quand tu as ton pic de performance. Puis, tu sais, au niveau du temps de partie, tu sais, tu peux avoir une partie qui dure 1 heure, puis tu peux faire un tournoi comme les Jeux olympiques, puis ça dure 12 heures par jour pendant 3 jours de suite. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable d'avoir, moi, j'appelle ça de l'endurance statique, donc que tu sois à ton pic de performance mentale
en sachant que pendant 3 jours, tu vas comme jouer assis devant un écran vraiment intensément. Ça veut dire que tu dois vraiment être en forme physiquement parce que cette endurance statique-là, ceux qui ne sont pas en forme, mentalement, ils crashent vraiment tôt. Puis c'est pas vrai qu'avec juste des Red Bull puis du café, tu es capable de balancer ça comme il faut. Fait qu'il faut que tu entraînes ton corps puis ton mental à subir la pression mentale que tu peux avoir dans un tournoi de jeux vidéo. Puis il y a des recherches de plus en plus qui montrent que la pression, en général, est aussi forte d'un athlète professionnel qu'un athlète de jeux vidéo professionnel. Et malheureusement, l'athlète professionnel de jeux vidéo est moins supporté, mais aussi la charge mentale durant les tournois l'affecte beaucoup plus qu'un sportif, parce que le sportif peut vraiment tomber en mode, je n'appelle pas ça zombie, là, mais vraiment de mémoire musculaire, puis vraiment, tu sais, comme je l'ai fait 150 fois, fait que je vais le faire une fois de plus, puis je vais aller chercher mon pic de la performance, même si je suis stressée ou tout ça. Tu sais, quand même, on comprend la nuance, mais alors que dans le jeu vidéo, honnêtement, si ton corps lâche, t'es pas capable de performer. Là. Tu crashes complètement. Puis même quand ton corps est là, la pression mentale peut t'empêcher complètement de performer quand ton action est comme 90% mentale. Donc, ce qu'on parle au niveau des sportifs professionnels, la pression, elle est encore pire chez un sportif de jeux électroniques. Donc, c'est toutes des affaires vraiment intéressantes. Mais ça, c'est fou en plus parce que, bien, premièrement, un des traits de ta tête de cochon, c'est la discipline. Parce que, je veux dire, pour faire ça, puis même lié à la persévérance, là, parce que, je veux dire, c'est pendant presque 2 décennies, là, que... Puis, t'as dit qu'à l'époque, t'aurais aimé ça, avoir un entraîneur. Je pense que... Plus tu l'expliques, plus... J'aurais aimé ça parce que moi, je pense que j'ai perdu 10 ans, dans le fond. Tu sais, 10 ans... Mais j'ai pas perdu 10 ans. On était les pionniers. On savait pas ce qu'on faisait. C'est ça. Fait que j'ai été une des personnes qui s'est adaptée puis qui est devenue autodidacte puis qui a franchi les nouvelles situations. Mais tu sais, comme aujourd'hui, tout ce que moi j'ai appris en 10 ans, un athlète professionnel ou amateur peut l'apprendre en 6 mois, 1 an. Puis devenir... le meilleur athlète qu'ils peuvent, beaucoup plus rapidement que moi, je le suis devenue. Puis ça, c'est le fun pour eux autres. Puis tu sais, des fois, j'y repense, puis je suis comme « Ah, damn, j'aurais aimé ça, avoir du soutien! » Ou ça aurait été mon pic. Je me serais rendue où quand j'avais l'énergie, le temps, la passion, le talent? On le saura jamais, mais ce que je sais, c'est que c'est comme ça dans toutes les disciplines. Là. J'imagine que les gens qui regardent une discipline se disent « Ah, moi, dans mon temps, il y a 20 ans, c'était pas de même, c'était plus dur. » Fait que c'est un peu la même chose. Tu sais, on a défriché la masse, puis on a créé le sport électronique. Fait que on l'a fait gros, là. On l'a fait du mieux qu'on pouvait. Puis moi, c'est ça, une première athlète. Puis sans soutien, j'ai réussi quand même à m'en sortir. Donc... Mais là, c'est ça. On parle sans soutien. Par contre, le plus beau soutien que tu as eu, par contre, c'est tes parents. Ouais. Sans soutien, je te dirais professionnel, c'est ça. Mais heureusement, eux, ils sont embarqués là-dedans. Mais ça n'a pas été le cas dès le début, par contre. Non. Ils n'ont vraiment pas embarqué. Ben, ça leur dérangeait pas que je game, mais là, d'aller dans des événements de gaming toute une fin de semaine puis coucher là, avec 300 gars, puis comme tout seul, c'est... Ça, c'était comme non. Moi, je sais pas ce que mes parents pensaient dans leur tête. Là. Dans leur tête, c'était une place de drogue et de sexe. Je sais pas trop, mais c'est... Mais en même temps, c'était inconnu, c'est ça. C'était en plus, c'était peu connu pour eux. Mais la vapeur a changé de côté. Là, assez rapidement. Oui, parce que... Justement, leur côté motivé, impliqué, ça s'est traduit comment par après quand ils ont fait « Ah, OK, c'est ça. » Ouais. Ben, tu sais, il y a au début, il y a un moment charnière que tu fais sûrement référence, là, qui est... là, ma tête de cochon a vraiment été intense. C'est... moi, j'ai dit que j'y allais, point. Mais j'avais 17 ans, OK? Puis... j'avais jamais... Tu sais, mes parents, je les respecte vraiment beaucoup. Tu sais, des fois, je rentrais plus tard qu'il fallait. Puis, tu sais, des fois, je suis genre, bon... Oui, tu challenges un peu quand même à l'adolescence. Peu importe. Mais, tu sais, j'ai jamais, comme, disparu, là. Puis là, mes parents, ils ont dit, tu peux pas y aller. J'ai dit, ben, vous allez faire quoi? J'y vais. Genre, je suis partie avec mon sac à dos, j'ai pris l'autobus, puis je suis partie, là. Merci, bonsoir. Tu sais, puis c'est comme la première fois que, dans ma tête, je me disais, hey, je peux le faire. Oui. Genre... T'avais l'autonomie pour le faire. Je veux dire, j'ai de l'argent, je travaille, genre, j'y vais, là. Tant pis, je colle malade à la job, puis j'y vais. Fait que là, mes parents, ils ont comme fait, oh là là, on la perd.
Ben, en fait, il m'avait pas perdu, mais il se disait, on va la perdre, dans le fond, si on continue à agir de même. Fait que, ils se sont pointés je sais pas si je pense qu'ils se sont pointés à cet événement-là la 2e ou 3e journée, puis ils sont comme, ils me l'ont pas dit, là, ils sont comme juste sentir, là, tu sais, comme deux, tu sais, pas, oh, il passe, oh, regarde, ben Stéphanie, t'es là, gâteau, tu sais. Quel hasard! C'était un peu ça, là, tu sais. Bon, ben, t'as l'air d'avoir du plaisir, OK, bye! Tu sais, c'était un peu genre ça. Fait que, puis là, après ça, ils se sont dit, OK, ben, genre, c'est sa vie, elle adore ça, on embarque, tu sais. Hey, c'est quand même un gros cadeau, là. Ouais, parce qu'ils se sont faits, mais pour toi aussi. Mais c'est surtout, tu sais, nous, quand on a ces discussions-là, on est en 2022 présentement. Ouais. Fait que c'est comme plus normal d'avoir des parents qui dédient vraiment, qui comprennent ça. Mais je dirais pas plus normal, mais c'est moins comme rare, je te dirais. En 2003, quand c'est arrivé avec le jeu vidéo, alors que moi, là, j'avais une... Tu sais, genre, je pensais, soit je vais être médecin, soit je vais être architecte. Tu sais, c'était comme on était là. De, genre, dire... Ah, ben, moi, mes passe-temps, je veux vraiment triper là-dessus, puis voir jusqu'à même arrêter de travailler, puis continuer là-dedans, alors que ça me donnait rien. Je gagnais pas d'argent. Je faisais 40 heures semaine dans le jeu vidéo. Je payais pour aller dans les tournois, tu sais. C'était comme, ben, c'est bizarre, mais OK, on embarque, tu sais. Fait que, puis c'est un univers qu'ils comprenaient pas, là. Fait que... Mais c'était nouveau aussi. Il y avait quelque chose d'un peu underground, là. Fait qu'en plus, pour eux, c'est comme, OK, oui. Ouais. Ils ont vraiment été... Tu sais, looking back, là, quand tu regardes, là, j'en reviens pas. Ouais. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui m'inspirent dans d'autres sports. Tu sais, mettons, tu vois souvent, mettons, un enfant leurs parents donnent tout pour qu'elle fasse du tennis, tu sais, justement avec Léla, ce qui se passe, puis tu sais, t'es comme, waouh, ils sont extraordinaires. Mais le sport existe. Tu sais, il y a un end goal, là. Tu sais, tu te dis peut-être que... Puis même si ça se rend pas là, ça va être extraordinaire d'avoir vécu de quoi. Mais moi, il y avait même pas d'end goal. Il y avait même pas de... C'est parce que je veux devenir joueur professionnel. C'était même pas un but, ça existait pas, tu sais. C'était vraiment juste parce que, genre, j'avais le goût d'aller jouer dans des tournois dans le sous-sol d'église, là. Tu sais, c'était comme bizarre, là. Mais ils ont tellement été hot, dans le fond, ouais, dans le fond, ils ont vraiment été hot. Il y a comme... Autant que plus jeune dans ton éducation, il y avait comme quelque chose d'un peu avant-gardiste ou de... Tu sais, encore là, leur ouverture d'esprit, ils te l'ont clairement transmis, mais ils ont été des bons modèles parce qu'ils ont fait, OK, après avoir eu des réticences, ils ont fait, clairement... je sais pas, ils prennent ça où? Ben, mes parents sont des grosses familles. Là. Mon père a 16 frères et sœurs, ma mère en a 14. Tu sais, c'est des méchantes grosses familles. Fait que je sais pas si c'est parce que, dans le fond... oui, ils n'ont pas connu ça, fait qu'ils se sont... En plus, t'es enfant unique, fait que... moi, je suis convaincue que ça a rapport avec leur propre éducation, puis comment eux autres, ils ont voulu gérer la mienne, tu sais. Tu sais, c'est aussi... Mes parents, je pense que c'est ça, c'est les boomers qui un peu se révoltent contre la religion, là, tu sais. Quoi qu'ils, tu sais, ils sont pas nécessairement non-croyants, là. Je pense qu'ils sont croyants, mais... Oui. Ils étaient forcés d'aller à l'école, d'aller à l'église, là, tu sais. Fait qu'il y a comme un lâcher-prise, un lâcher-lousse, là, de leur génération. Tu sais, mes parents sont pas mariés, ça fait au-dessus de 40 ans qu'ils sont ensemble. Puis quand je dis ça à souvent, ben, surtout à des Américains, là, mais même à des Québécois, 40 ans, pas mariés, dans le temps de mes parents, tu te mariais. Tout le monde se mariait. Ouais. Tu sais. Aujourd'hui, c'est mieux vu, mais... Mais c'est drôle parce qu'en fait... ça démontre vraiment un peu ce qu'ils t'ont transmis dans le sens qu'on fait pas comme les autres. Puis c'est vraiment ce que tu as fait, là. Puis c'est ce que tu continues de faire. Puis c'est beau, en fait, quand tu vois des modèles comme ça, parce que clairement, ils ont vraiment eu un bel impact sur toi. Puis t'es comme allé chercher tout le beau, puis ça a donné quelque chose d'encore plus wow, là. Tu sais, non, mais tu sais, c'est vrai, c'est comme, tu sais, je veux dire... Moi, je lisais ta biographie, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais t'as traversé tellement d'affaires, t'as tellement été forte, puis ça a tellement pas dû être facile. Là. Moi, je pense juste, une des choses que j'avais hâte de parler avec toi, c'est puis ça, t'as dû en parler beaucoup, mais il y a quelque chose qui venait me chercher par rapport à la place de la femme, tu sais. Puis tu t'en parles de différentes façons, dont la place de la femme
tu sais, qui a une position d'autorité dans le milieu du travail. Puis ça, en plus, tu l'as vécu, tu le vis encore. Fait que, mais c'est dur à expliquer. Comme tellement quelque chose, on dirait, de viscéral en toi qui fait que... Puis en même temps, tu le disais tantôt, t'as comme une super belle sensibilité. Fait que là, tu te dis, OK, mais comment t'as forgé cette carapace-là? C'est pas une question. Une parenthèse, dans Big Brother, tout le monde pensait que j'allais arriver, la forte, tu sais, compétitrice et tout ça, puis j'étais celle qui pleurait le plus. Fait que, tu sais, Mais les gens s'attendent pas à ça de moi, que je suis genre super vulnérable, super à fleur de peau, super proche des émotions. Je suis bien trop empathique, je pense beaucoup trop aux autres, fait que ça me... Je dis beaucoup trop parce que ça me nuit, là. ouais, Ça me... il y a comme... c'est ça, Il y a vraiment une balance à avoir, Oui. je pense. Là. Moi, ça me fait mal des fois. Là, je vois la souffrance à la télé, puis là, je pleure, j'ai mal. Fait que je le sais pas comment je suis devenue ce que je suis devenue. C'est juste que je suis quelqu'un qui... mon père est vraiment compétitif. Lui, il est devenu vraiment bon dans tous les sports qu'il a touchés. Fait qu'on dirait que ça, c'est inné en moi de genre... foncer, pas lâcher. Puis en même temps, les deux sont vraiment généreux de leur temps, de leur amour et tout ça, tu sais. Fait qu'on dirait que je suis vraiment le produit de mes parents. Puis ma mère, elle a une tête de cochon. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Elle a 11 sœurs, OK? Oh. Fait que, honnêtement, là, quand t'as vécu avec 10 autres filles dans une maison, d'après moi, tu te forges une personnalité. Mais tu sais, elle était super douce, super... Mais tu sais, quand même, il faut que tu saches prendre de la place, sinon tu te fais manger carrément. Là. Fait que... elle est une des plus vieilles en plus, fait qu'elle avait comme un peu un rôle maternel. Oui, oui, puis à l'époque, c'est ça, c'est une toute autre... Non, tu sais, il dormait à 6 dans un lit, là, tu vois, genre. Bien, ça, c'est drôle que tu dises ça parce que, justement, par rapport au début de ta carrière, quand tu as créé l'équipe féminine, l'équipe canadienne, vous avez mangé ça chaud, là. Parce que en plus que tu disais que, tu sais, c'est énormément d'investissement de temps, d'argent pour ne pas savoir où ça va te mener avec le recul. Est-ce que tu referais ça pareil? Oui, pareil. Il n'y a pas grand-chose que je changerais. Je changerais, mais c'est encore moi qui est autocritique, je changerais beaucoup de la façon que j'ai probablement géré mes interactions sociales, parfois avec les coéquipières, parfois comment je gérais les situations. Tu sais, j'ai vraiment maturé en soft skills, là, tout ce qui a rapport avec l'interpersonnel depuis que j'ai commencé. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en apprentissage, tout le temps en train de faire des formations, tu sais, de comprendre la différence entre, tu sais, mettons, c'est con, là, ce que je veux dire, mais empathie, sympathie, l'écoute active, l'écoute passive, tout ça. Moi, je suis tout le temps en mode j'apprends. Ce qui fait que la personne que j'étais à 20 ans versus la personne que je suis à 36, j'aimerais ça lui donner tous les trucs que je sais maintenant pour mieux me comprendre, mieux comprendre ce que je ressens, mieux exprimer ce que je ressens, pour éviter des conflits, pour, tu sais, avoir des... Parce qu'il y en a eu des conflits, là, quand tu... quand tu sais pas quoi faire, quand t'as pas de coach, quand tu t'ostines avec quelqu'un dans une équipe, il y a personne pour faire le médiateur, ça vire complètement... n'importe quoi, tu sais. Fait qu'il y a eu des moments dans ma vie, tu sais, des grosses chicanes dans les tournois, que je me disais, oh mon Dieu, on aurait gagné la Coupe du Monde cette année-là si on s'était pas chicané, tu sais. Mais quand t'as un soutien, puis t'es pas tout seul là-dedans, ben c'est vraiment mieux. Fait que, bref, c'était vraiment un peu le Far West, mais je regrette rien. Surtout quand on le faisait, le but, c'était de gagner. Mais le but, c'était vraiment l'expérience puis le journey, tu sais. Ouais. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus l'argent, la célébrité, bon. Les intentions sont plus les mêmes. Ouais. Fait que non, je regrette rien parce que c'était pas même si ça l'avait jamais explosé comme ça l'explosé aujourd'hui, ben j'aurais vécu ça puis ça aurait été vraiment nice, tu sais. C'est ça. Fait que ça a juste été un wow, ça a explosé, puis moi, j'étais déjà dedans, tu sais. J'étais déjà T'étais dans la tempête quand ça a pris de l'ampleur. Fait que c'était comme positif, puis moi, j'ai embarqué dans un bateau. Puis je pense que la différence, c'est qu'il y a plein de monde qui était dans la mer, puis avant que la tempête arrive, ils ont genre dit « Oh non, moi, je rentre. Puis moi, j'étais comme « Oh non, moi, j'aime encore ça. » Tu sais, j'ai 25, 26, 27 ans, puis tu sais, le monde, ça commence à prendre une vraie job. Ben oui, j'en ai une le jour, puis le soir, je continue mes compétitions, tu sais. Fait que j'ai comme jamais lâché. Fait que c'est pour ça qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de mon âge, parce que quand on a commencé, la plupart ont passé à autre chose. Mais moi, j'ai comme... Oui. Moi, j'étais encore un enfant. accroché à ça.
revenir quand même à ton passage à l'université, parce que ça, Ouais. ça démontre une persévérance assez incroyable, là, parce que tu as étudié en architecture. C'est un bac quand même assez C'est difficile. vraiment là. tough, l'architecture. Puis tu étais convaincue que tu allais devenir architecte. Ouais. Mais il y a un passage dans le livre qui me fait bien rire parce que tes parents venaient te chercher, tu allais manger, tu prenais une douche, tu retournais travailler Ouais. à l'université, Ouais. mais tu dormais à l'université. Ouais. Ou dormais pas, là, Ou mais en- je restais ouais, à mais comme l'école. Ouais. sac de couchage en dessous de ton bureau. Ouais. Puis, mon Dieu, mais ça devait être complètement fou, cette période-là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, mais encore aujourd'hui, 3 de mes meilleures amies de filles, c'est des filles d'université parce qu'ils m'ont vu au pire et au meilleur, mieux, oui, meilleur, c'est là. ça. Tu sais, ils m'ont vu quand les Coupes du Monde, c'était rien, puis que moi, je dormais pas, puis les autres faisaient des maquettes, puis tu sais, c'était à côté de moi pendant que moi, je pratiquais avec l'ordi, tu sais, à l'école, puis on dormait les 2, les 3, les 4, après ça, en dessous de la table, sur un divan qui traînait dans nos sleeping bags, puis tu sais, on se supportait, puis tu sais, ils comprenaient pas ce que je faisais, puis ils étaient là pareil. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est des vrais, là. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ils comprenaient pas, là, tu sais. Ils comprenaient pas pourquoi je payais pour aller, mettons, dans un tournoi où je ratais mes examens de fin de session, puis il fallait que je les fasse une semaine d'avance parce que je m'en allais dans un tournoi, tu sais. Mais ils m'aidaient. Puis, tu sais, ils ont même souvent été ma béquille, là. Tu sais, il y a des moments, je sais pas si j'aurais pu turn in, là, Oui. remettre Oui. tous les travaux sans eux, là, tu sais. Je me souviens, justement, il y a certains travaux, je faisais ce que je pouvais, là, mais ils m'ont vraiment aidé, là, tu sais, des travaux d'équipe ou des choses comme ça, là. Fait que, sinon, c'était des queens. Puis c'est encore aujourd'hui des queens. Fait que c'est ça, t'as quand même connu à l'université une première solidarité féminine. Là. Ouais. Tu savais que Ouais. ça existait, là, même si ça n'a pas toujours été facile, là, Ouais. clairement, là, dans les équipes féminines en plus qui t'ont suivi. Même, en tout cas, je pense à la dernière équipe avec qui tu as travaillé que... Ouais, mais ça a toujours été difficile, je trouve. Ah ouais? Quand t'as pas de soutien... Honnêtement, là, quand t'as pas de soutien au niveau... mais ça, c'est pour tout le monde, là. Quand t'as pas de soutien au niveau émotionnel, puis au niveau de résolution de problèmes dans une équipe, puis que tu passes 40, 50, 60 heures avec ces personnes-là par semaine, puis t'as pas de boss, là, tout le monde est au même niveau, là. Tu sais, ça monte vite, les tensions, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un de mes plus gros regrets, là, d'avoir géré ça moyen, des fois d'avoir... Mais tu peux pas faire autrement. Oui, en même temps, je veux dire, si tu gères ça avec les outils que t'as, tu sais. C'est ça, tu peux pas faire autrement. Puis t'as comme pas, comme tu disais, t'as pas de médiateur, là. Il y a pas comme une personne externe qui vient juste calmer, tu sais, calmer le jeu. Là, maintenant, en semi-pro puis en pro, il y a en souvent des coachs, OK. souvent des médiateurs, souvent un soutien, pratiquement la plupart. Fait que, tu sais, c'est vraiment une autre situation, là. Puis ils t'apprennent à gérer tes émotions, ils t'apprennent à discuter, ils t'apprennent à avoir des compromis, à comprendre tout ça, là. C'est ça le but, là, dans le fond, là, c'est de s'épanouir puis de devenir le meilleur joueur que tu peux, puis de grandir au travers de l'équipe. Mais, tu sais, dans notre temps, nous, c'était juste de gagner le but. Fait qu'on s'enfargeait pas mal dans tout le reste, là. Tu dis que justement, tu continues toujours d'apprendre. Puis ça, c'est comme une de tes forces, là, ta curiosité d'être tout le temps alimentée par ça. Puis quand tu as commencé... mais quand, en fait, tu as comme tracé le chemin de plusieurs femmes dans ce milieu-là. Ça a été quoi, là, les branches à tasser qui a été le plus dur, là, tu sais, parce que c'était des sentiers non battus, là. T'as vraiment défriché, là. Ça a été quoi les plus gros défis pour toi? C'est une bonne question. Mais je te dirais, c'est toutes sortes de trucs que je m'en rendais pas nécessairement compte, mais je sais, comme par exemple, la première fois que moi, j'ai fait une apparence sur c'est comme un peu l'antichambre, là, un genre de desk avec les gars qui parlent du jeu, puis moi, je parlais en chaque partie, je parlais. Puis je pense que j'étais une des premières femmes qui a genre à commenter, fait ça. puis oui. Puis, je me suis fait vraiment ramasser, alors que, honnêtement, je pense que j'étais mieux préparée que mes collègues masculins. Ah ouais. Puis que j'ai vraiment bien fait ça pour ma première fois. Je m'étais quand même fait ramasser, mais pas à cause de mes compétences, vraiment juste parce que j'étais une femme. Puis ça, tu sais, c'est des moments où je trouvais ça comme difficile. Parce que
tu sais, encore dans ce temps-là, j'étais comme pas outillée nécessairement ou aller chercher mon feedback, tu sais. Puis c'est au début des médias sociaux, fait que, tu sais, ça explose, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a des moments comme ça que j'ai trouvé quand même plus difficiles en tant que femme, mais ou dans l'industrie aussi du jeu vidéo, quand je développais des jeux. Fait que, tu sais, il y a eu des moments où, tu sais, sur un projet arrivé, puis c'est toi qui prends les décisions, peu importe, puis tu sais, ben, t'étais vraiment pas respectée en tant que femme. Tu sais, on se demandait si parce que c'est avec qui j'avais couché pour être rendue où j'étais là, tu sais. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de me faire dire par des gens que je respectais que j'étais où j'étais rendue là 100% parce que j'étais une femme. Soit j'étais un poster girl ou soit parce que... Tu remplis une case, fait que c'est pour ça qu'il... Ouais. Ou que j'allais rester dans la face d'un jeu, mais qu'on n'allait pas me donner grand-chose à faire sur le jeu. Tu sais, des choses comme ça. Oui. Puis, tu sais, je comprends pas pourquoi ça m'a jamais tant affectée. Parce que moi, je voyais ça, puis j'étais comme, ah ouais, je vais te prouver le contraire. Tu sais, j'étais tout le temps en mode fonce. J'étais un peu moins comme ça maintenant. On dirait que je suis plus soft. On dirait que j'ai moins à prouver aux autres que je suis compétente. Oui, bien c'est ça. C'est que là, à un moment donné... Mais c'est drôle, dans le livre, ça disait souvent, l'homme, on va tu sais, il va être talentueux jusqu'à temps qu'il échoue, mais la femme, elle, faut qu'elle se prouve pour... Tu sais, puis ça, c'est... Je lisais ça, je me sentais pas bien. J'étais comme... Mais c'est encore même. ça, c'est ça, là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que même en tant que femme, des fois, on est coupable de ça. Oui. En tant que femme, on regarde notre femme, puis il y a un succès, puis on se dit, il est où le problème? Ou, tu sais, es-tu vraiment bonne? Hey, mais c'est terrible! Ouais, c'est vraiment terrible. C'est comme des biais cognitifs, là. On est comme conditionnés à ça. On est vraiment conditionnés à ça. Ça me... Puis, justement, tu viens de le dire, tu sais, le succès de l'autre, là, ça affecte pas ton succès. Non, ça affecte pas du tout ton succès. On dirait que nous autres, on voit un lien, là. Ouais. Alors que la bromance, là, c'est comme, ils sentent... Puis je comprends pas pourquoi. Pourtant, on est... Il y a une partie de nous qui aime la solidarité féminine, puis tu sais, fait c'est un drôle de... C'est spécial, on est comme c'est complexe. À une jonction, je trouve, de la société où on essaie de plus en plus d'avoir la société féminine, puis la solidarité féminine et tout ça, puis on laisse derrière les anciennes conceptions qui étaient... où on pitch les femmes contre les femmes en disant hey, « moi, mais elle est plus belle, ouais, mais elle est ci, elle est ça. » Puis tu sais, si on repense à comme moi, j'étais jeune, tu sais, les pageants, tu sais, les Miss Univers, les Miss USA, tout ça. Je dis pas que c'est... Moi, j'ai des amis qui ont fait des pageants puis qui ont gagné des... Tu sais, j'adore ça, mais le concept où on prend la femme comme un trophée un peu, puis elle doit être là parce qu'elle est belle puis elle est fine, puis tu sais, quand tu te maries, c'est comme... T'as enfin trouvé ton homme, t'as enfin trouvé ton purpose parce que tu t'es marié. Tu sais, t'es comme enfin... Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Tu sais, l'attente qu'on a envers la femme est vraiment intéressante quand tu grandis, tu sais, de voir que, ben ça... Tu sais, on valorise la femme la plus belle, elle gagne un trophée puis elle devient Miss Monde. On valorise, tu sais. Fait que je pense qu'on est de moins en moins dans ce concept-là, mais... La génération qui dirige présentement les compagnies ont été élevées là-dedans, ont été élevées dans ça. Puis, ça fait qu'il n'y a presque pas de femmes en haut, ce qui fait qu'il y a encore moins de modèles, ce qui fait qu'à cause de ça, on stand out quand on est là. T'sais. Fait qu'il y a plein de... En tout cas, si vous étudiez sur la diversité, l'inclusivité puis l'équité présentement, moi, je suis vraiment... les pieds là-dedans. Puis surtout, c'est intéressant de voir comment moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, comment là, je le vis en tant que personne qui peut changer les choses. Là, C'est quoi que tu constates? Ben, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça nice de me faire dire « Oh, mais toi, t'es comme one of the gang, t'es comme one of the bros. » Puis là, moi, j'étais comme nice, je suis comme inclus, je fais partie de la gang de gars, genre, mais à 36 ans, je suis comme... Je veux pas être one of the bros. Je veux jouer puis avoir les mêmes activités que vous autres, puis je veux triper puis tout ça. Mais je veux pas que tu me traites comme un gars. Je suis une fille, puis moi, j'adore être une fille. J'adore, genre, avoir des fois des discussions de filles, puis j'aime ça qu'on respecte la femme quand je suis dans la pièce. Tu sais, puis même quand je suis pas dans la pièce, mais surtout quand je suis dans la pièce. Fait que, genre,
le one of the boys, ça amenait aussi, c'est pas grave, c'est juste une blague, tu sais. Puis le c'est pas grave, c'est juste une blague. Quand t'as 20 ans, mais tu fais comme, mais c'est vrai, c'est juste une blague. Mais quand t'as 36, non, c'est pas juste une blague. Ce que t'es en train de me dire, là, c'est horrible, tu sais. Des exemples d'un, j'en ai des milliers. Mais tu sais, comme hier, mettons, j'ai vu un post de quelqu'un que je suivais sur Twitter qui disait à un de ses amis qui avait mieux performé dans mettons, un pari pour le nombre de personnes qui allaient gagner un tournoi. Fait que là, il était comme, moi, je suis 16-2, puis toi, t'es juste, mettons, whatever. Puis il a dit, ben moi, j'ai peut-être perdu, mais au moins, I'm gonna get some bitches tonight. Puis là, j'ai juste répondu bitches as in women, en voulant dire que... Tu sais, puis si c'est des... mais c'est juste une joke. Je voulais juste dire que moi, j'ai get plus de filles. Mais dans le fond, c'est comme si il diminuait la femme en disant qu'il va get plus de femmes et il va get des bitches. Mais tout ça pour dire, ça, c'est un exemple. Mais j'en ai des milliers d'interactions comme ça. Puis tout le monde en a. Parce que c'est juste, c'est juste une joke. Ou tu sais, quand t'as deux amis de gars, deux amis de gars, puis il y en a un qui dit « fais pas ta bitch », est-ce que t'es en train de dire qu'il serait faible? Dans le fond, tu veux dire fais pas ta faible ou fais pas ton paresseux ou fais pas ta moindre, tu sais, je veux dire, sois pas poche. Fait que dans le fond, tu compares la femme à une personne qui est comme faible, poche, puis tout ça. Puis là, mes amis sont comme, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais c'est le mot que tu utilises. Fait que je comprends. Fais juste changer de mot. Oui. Fais juste changer. Tu sais, je veux pas faire de drama. Fais juste comprendre l'impact de tes mots. Puis dis genre, fais pas ta faible. Genre, arrête d'être faible, arrête d'être paresseux, tu sais, au lieu de dire « fais pas ta bitch ». That's it. C'est genre, pourquoi tu utilises un mot qui compare la femme à quelque chose de faible pour dire à tes amis de gars, genre « voyons, viens donc », tu sais. Mais tout ça pour dire que quand t'es jeune, tu te dis « ah oui, c'est vrai, c'est juste une joke ». Moi, maintenant... en fait, c'est pas une affaire de jeune ou pas, là. Je pense que c'est une affaire d'être conscient ou pas. Mais moi, j'étais pas consciente quand j'étais jeune. Puis là, maintenant, adulte, maintenant, à 36 ans, avec le bagage que j'ai, je suis très consciente, puis je me laisserais pas parler de la même façon que quand j'avais 20 ans, mettons. Oui, bien c'est ça, parce que quand t'es revenu au Québec, parce que tu as fini ton bac en architecture en France, finalement, tu t'es en allé vers le développement des jeux vidéo, un DESS, puis tu as été engagée à Ubisoft. Tu as fait un stage, puis par la suite, tu as été engagée comme développeuse. Et un des passages du livre, c'était... premièrement, quand tu étais en stage, ça brassait pas mal, là, parce que, bon, le statut du stagiaire, de manière générale, encore un peu mitigé. Mais même quand tu as eu ton poste, à un moment donné, tu racontais que des fois, tu étais peut-être plus direct et tout ça. Mais si un collègue masculin agissait de la même façon, c'était correct, mais si c'est toi qui étais plus direct ou, tu sais, qui challengeait plus, ça passait pas. Mais ça, c'est comme, mais pourquoi, tu sais? Ouais, ça passait pas ben, c'était souvent dans mes évaluations que j'étais une bitch, justement, de faire attention à mon message, que des fois, j'étais un peu tough, rude, puis, tu sais, je comprends parce que ça fait partie de la façon qu'on a comme été élevé. Mais ça veut pas dire que je l'accepte. Fait que moi, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est tout le temps essayer de comprendre, OK, est-ce que c'est un commentaire valide ou c'est de la misogynie? Fait que, tu sais, après ça, pour savoir si c'est un commentaire valide ou pas, c'est de travailler sur mon ton, mon intonation, de la façon que je délivre mon message. Puis si j'ai encore ça plus tard, potentiellement que là, c'est peut-être plus de la misogynie. Par contre, c'est difficile de se dire hey, moi, je vais faire un effort supplémentaire que tout le monde pour être genre, moi, ça te dérangerait-tu de peut-être... Puis là, parce que là, quand tu fais ça, t'es moins efficace. C'est aussi simple que ça. T'es moins efficace, puis si tu marches sur les œufs, tu perds le respect. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça m'a pris vraiment du temps à comme trouver la balance. Puis encore aujourd'hui, c'est pas évident entre mon autorité pour pas avoir de l'air de quelqu'un qui est comme sec, dur, puis me dire, là, par exemple, c'est parce que je suis bonne à ma job, puis je fonce.
Mais ça, je pense que c'est un problème pour aussi les hommes, là, mais pas dans le même sens. Pas dans le sens... euh, en fait, c'est être un leader. Comment être un leader positif Oui. et un problème pour tout le monde. Fait que là, maintenant, moi, ce que j'essaie de faire, c'est être un leader positif en ne me perdant pas dans mon message direct Oui. et mon message efficace. C'est ça. Ouais, Tu je veux me suis pas comme te perdue dans dénaturer. l'explication, Non, là, je mais tout comprends. ça pour dire que j'ai essayé de comprendre le vrai problème plutôt que Mais ce t'es qu'on allé me chercher disait. des outils aussi. Ouais. Le disque, je pense que ça s'appelle, qui est comme Ouais. une division de personnalité. Ouais, ça, je fais ça beaucoup récemment, tu sais, que j'essaie de comprendre que moi, je suis plus direct, pas trop de flafla puis de fluff, là. Puis, ben, souvent dans le meeting, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ben, il y a bien du monde, ça prend le flafla pour pouvoir écouter les gens directs. Fait que, tu sais, moi, j'apprends à faire ça, tu sais, j'apprends à rester dans un meeting, à dire comment ça va tout le monde, au lieu de faire comme, bon, ben, aujourd'hui, on est, tu sais, point 1 sur l'agenda, tu sais. Fait que c'est des choses que j'apprends, là. Je découvre des nouveaux trucs, que ce soit le disque, que ce soit d'autres choses quasiment à chaque 2-3 mois de comme, ah, OK, je pourrais travailler là-dessus dans mon leadership. Fait que t'es tout le temps, c'est ça. Malgré tout, malgré ces obstacles-là, d'une certaine façon, ça te pousse à devenir une meilleure version de toi-même. Ouais. Tout le temps. Ouais, parce qu'il y a une affaire que je peux contrôler sûre à 100%, c'est ce que moi je fais. Je peux pas contrôler la réaction des autres, mais je peux contrôler mon message, puis la façon que j'interagis, tu sais. Puis la façon que je réagis aussi aux autres. Ouais. Fait que ça, je sais que je peux contrôler ça, donc travailler là-dessus. Qu'est-ce que, tu sais, comment je dirais ça? Quand tu vois une statistique comme 15% des femmes sont à la tête des plus grosses, tu sais, des entreprises les plus fortunées, puis toi, tu as vu l'évolution aussi de la place de la femme dans ton milieu, dans le milieu des jeux vidéo. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une évolution? Tu sens-tu qu'il y a l'ouverture? Tu sais, est-ce qu'on... On a encore beaucoup de travail à faire, ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a... Il y a une... Tu sais, avec toutes les différentes vagues du MeToo, tout ça, sens-tu qu'il y a quand même un mouvement? Tu sais, qu'il y a une certaine évolution ou on est vraiment... Moi, je pense qu'il y a une méga évolution, surtout depuis la pandémie, là, parce que ça a comme mis tout le monde sur le même pied. Là. Tu travailles à la maison devant ton ordi, ton charisme physique est annulé. Tu sais, ça a comme annulé plein d'affaires. Là. Fait que moi, ça m'a vraiment... moi, je trouve que ça a vraiment fait avancer les choses là, d'un bond, là, 5-6 ans en avant par rapport à tout ce qui se passe, diversité, inclusivité et ben, tout ce qui s'est aussi... Équité, c'est passé aussi avec George Floyd, puis tout ça. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec des Américains, fait que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Mais ce que je trouve, c'est que souvent, quand je travaille avec des hommes, malgré le fait qu'ils veulent plus de femmes, ne comprennent pas nécessairement pourquoi c'est mieux encore. Ah, ouais. Fait que, tu sais, ils comprennent que ça devrait être 50-50, mais dans le fond, c'est plus parce qu'il faut être des good people, pas parce que ça va actually améliorer la compagnie puis on va vendre plus de produits. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que malgré le fait que ça commence à changer, je pense que les gens le font plus pour paraître bien, pour l'instant. Un peu performative, là, genre, que parce qu'ils comprennent vraiment pourquoi ils le font. C'est encore au niveau du paraître, mais moins senti dans le fond. Ouais. Que tu sais, on sait que c'est bien, on va bien paraître de faire ça, mais c'est pas encore incarné de, ben oui, effectivement, il y a vraiment des bienfaits à l'équité, puis à trouver un équilibre. Je suis pas sûre encore que tous les hommes, même ceux qui disent oui, moi je veux l'équité de la femme, je veux que la femme soit respectée, comprennent vraiment pourquoi c'est bien. OK. Fait que ce qui fait que ça se transfère pas tant que ça avec les autres types de minorités. Fait que ce soit l'ethnicité, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit la diversité de genre, tout ça, ça se transforme pas bien encore. Tu sais, on pousse tellement pour que la femme soit plus présente, puis on voit vraiment un gros effort, mais pourquoi on le fait pas pour tous les types encore? Tu sais, c'est encore très... C'est lent, c'est long. Puis si les gens comprenaient vraiment le but ultime, moi, j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus rapide.
si on éduquait tous les CEO à comprendre qu'ils vont vendre plus de produits puis que leur compagnie va être plus efficace en la diversité, j'imagine que même si c'est des trous de cul, ils feraient tout pour avoir de la diversité dans leur compagnie. Je comprends. Parce que dans le fond, c'est ça, là, c'est le bottom line. Là. Puis c'est ça qu'il faut comprendre en tant qu'humain, même si t'es une mauvaise personne, même si t'es un sociopathe, ce qui est souvent le cas des CEO de compagnie, ton but, ça va être de faire de l'argent. Mais crime, engage la diversité, tu vas en faire plus. That's it, c'est point, là, tu sais. Fait que c'est pas une affaire de « ouais, mais la fille, tu sais, moi, j'engage une fille, puis elle est probablement moins bonne que le gars. » Ça n'a pas rapport. Ce qui est bon pour toi, ce que toi, tu penses qui est bon, ce que toi, tu penses qui est l'ultimate employé, peut-être que, dans le fond, quelqu'un qui a un skill set différent va être un meilleur employé pour ta compagnie, une meilleure collaboration, au lieu d'avoir juste une gang de gars blancs dans un bureau qui se dit « Ah, c'est-tu qu'on est cool? Ouais, on est cool, hein, on fait bien ça, on sauve-tu une bière? Let's go, on sauve une bière sur le floor. » Tu sais, si toi, tu fais de quoi qui est bon, que tu penses bon, puis que ton ami qui pense exactement comme toi dit « Hey, ce que tu fais, c'est vraiment bon », mais que tu essaies de vendre ça à la population de la planète, puis tu n'as pas d'autre feedback que ton ami qui est aussi comme toi. T'es pas confronté, là. Tu risques de pas vraiment bien faire ça. Les chances que tu floppes sont très élevées, là, tu sais. Fait que c'est surtout ça, là. On se rend compte que la population est vraiment diverse, puis que, tu sais, si tu veux du succès, ça prend tout le monde impliqué, là. Mon Dieu, c'est quand même des gros... tu sais, c'est des gros paquebots, là, à enligner différemment. Puis là, est-ce que tu peux m'expliquer présentement, là, ton poste actuel qui là, tu trouves à être... tu trouves à être directrice, mais c'est parce que le titre est extrêmement long. Oui, non, c'est compliqué. Puis là, il a changé, je pense. Ouais. Fait que, directrice de développement de la franchise des sports électroniques et de la sensibilisation de la communauté. Mais là, je pense que c'est comme le nom c'est comme le nom en français qu'on a trouvé. Mais c'est dur à traduire des titres en anglais des fois. Mais tu sais, présentement, ce que je dis, là, c'est directrice de développement à Counter Logic Gaming, qui est la division de jeux vidéo de Madison Square Garden. Mieux connue sur MSG, pour ceux qui connaissent ça. Donc, tu sais, présentement, je suis en train de redéfinir mon rôle pour 2023, puis ça va vraiment être comme innovation, outreach, puis programming. Fait que, tu sais, tout ce qui rapporte justement un peu à ce que je viens de te dire, mais avec des mots différents. Bref, c'est vraiment dur de quantifier ou d'expliquer mon rôle. Oui. Je t'ai tellement expliqué dans toutes sortes d'affaires, mais vraiment, je touche presque pas au niveau compétitif. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je serais très bonne, je pense, à gérer tout ça. Mais c'est que ça m'intéresse moins parce que je sais... Dans le fond, là, moi, pourquoi j'ai pris ma retraite? Si je m'investis dans, que ce soit le coaching, que ce soit dans le management, que ce soit dans le développement e-sports avec les joueurs, c'est comme si j'étais jamais partie, dans le fond. Fait que j'aurais pas dû prendre ma retraite. Parce que c'est la raison pourquoi je prends ma retraite, c'est vraiment un investissement de temps, de stress, d'anxiété et tout ça. Donc, je veux pas me remettre les pieds là-dedans, carrément. Fait que, malgré que je pense que j'ai vraiment l'instinct là, pour trouver puis supporter les jeunes athlètes, là, j'en ai tellement fait grandir dans mon sport, ça m'intéresse pas nécessairement présentement parce que ça va pas aider ma vie. Genre, ça va nuire à ma vie mentale, santé mentale et physique. Donc, bref. Donc, je veux rester dans ça. Donc, j'ai découvert ce que j'aime présentement, qui est comme de redonner à la communauté. Fait que, tu sais, dans le fond, je fais tous les autres projets. Fait que ça soit nos camps de jour, on a comme une station de télé un peu maintenant, ça s'appelle un broadcast, le CLG TV. Tout moi qui gère tout ça, que ça soit toutes nos implications avec les œuvres de charité, nos relations avec les développeurs de jeux vidéo, tous nos événements, genre quand il y a un gros événement de jeu, quand on s'en va là-bas, ce qu'on fait là-bas, qui monte, qui vient, gérer tout le budget, tout ça. Ça, j'aime vraiment ça, c'est moi qui gère ça. Toutes nos interns, nos stagiaires, tu sais, je gère toute cette division-là. Fait que, tu sais, tout ce qui a rapport avec pas nécessairement directement, mettons, le Canadien de Montréal, mais qui a rapport avec le Canadien de Montréal, genre la fondation du Canadien de Montréal, les événements que le Canadien de Montréal fait, tout ça, là, j'ai ma main dedans, mais avec le jeu vidéo au Madison Square Garden. Puis, est-ce que tu es contente de cette transition-là? Est-ce que tu t'attendais à ça?
Pas vraiment. Puis je pense que ça prenait le boss parfait, là, qui était quelqu'un du Madison Square Garden qui est venu gérer la compagnie pour laquelle je jouais. Puis qui m'a dit, tu sais, ça va être moi ton boss, reviens, puis fais tout ce que tu veux faire, genre chez nous. Wow! Fait que là, j'étais comme, Mon Dieu! OK, voici ce que moi je veux faire, tu sais. Mais c'est sûr que j'avais pas un budget illimité, là, c'était avec les ressources quand même serrées. Puis, tu sais, là, maintenant, il est rendu vice-président de Madison Square Garden. Fait que la confiance que eux me donnent est énorme parce que, tu sais, une des personnes qui m'a engagée, qui me dit, genre, moi, je veux que tu fasses ça, je crois en toi, je crois en tes passions pendant 3 ans. Puis là, qui est rendu maintenant sur un autre poste, je le sens encore, je le ressens encore qu'il veut que je pousse pour un projet, pour changer les choses, pour faire des tournois amateurs, pour, tu sais, supporter la communauté. Fait que je pense que c'est une espèce de petite perfect storm, là, où moi, je savais pas trop quoi faire, si je prenais ma retraite ou pas. Lui qui m'a offert une super opportunité. Puis là, finalement, je fais « OK, ça, j'aime ça. » Puis j'ai comme embarqué. Mais comme dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est comme, j'ai l'impression que je roule un dé, là. Puis là, présentement, je suis sur ce dé-là. OK. Puis on verra ce que 2023 m'amène. Mais ça, c'est beau parce que c'est un des alliés qui t'a permis de te propulser. Ouais. Autant qu'il y en a qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Ouais. Lui, il a comme vu ton potentiel. Il a vu que tu pouvais amener l'entreprise, amener la communauté plus loin. Puis ça, c'est quand même... Tu sais, ça a dû quand même faire du bien après toutes ces années-là où t'es challengé, faut que tu te battes. Là, c'est comme... On te pousse, tu sais, dans la bonne direction, puis on te propulse. J'en ai eu quelques super bons alliés masculins, là. Tu sais, je me souviens quand j'ai été engagée chez Ubisoft en stage. C'est un gars qui a pris mon CV puis qui a dit on l'engage. Puis la femme au RH qui a dit aux ressources humaines qui a dit non. Elle a l'air... tu sais, sa personnalité, elle a l'air confrontative. Je pense qu'elle va créer des problèmes sur le plancher. Puis là, lui, il était comme, je vois absolument pas ce que tu parles. C'est une championne du monde. Genre, elle était souriante, positive, motivée. Moi, c'était un oui. Puis elle a dit non. Puis finalement, à la fin, il a réussi à convaincre les autres qui engageaient là, de me prendre en stage. Puis pendant je sais pas combien de temps, le monde pensait que lui et moi, on avait couché ensemble. Pour que je sois rendue où je suis rendue. Oh non. Ouais. C'est quand que tu as su ça? J'ai su ça peut-être 2 ans après. Parce que, tu sais, des fois, il me faisait des livres, puis tout ça, puis il me conseillait beaucoup, fait qu'on se voyait beaucoup. Mais tu sais, lui, il avait une femme toute, là. Mais le monde pensait qu'on sortait ensemble, puis que c'était mon chum. Genre, je me suis arrivé très souvent qu'on disait « Hey, j'ai vu ton chum aujourd'hui », puis j'étais comme « Quoi? » Tu sais, genre, mais il s'est jamais rien passé de rien, là, entre moi et lui. Ça a juste été un de mes meilleurs amis qui m'a vraiment élevée. Mais bref, tout ça pour dire que c'est arrivé, c'est ça arrive souvent, les affaires-là. Ouais. C'est comme... On plisse du nez, hein? Il y a comme... on plisse du nez! Non, mais c'est comme... Oui, c'est vrai, on est les deux! Ouais, Mais tu sais, c'est ça, c'est une mini-anecdote de tout ce qui m'est arrivé. Tu sais, je veux dire, je veux que les gens lisent le livre parce que je pense que ça vient entrechoquer des choses, mais tu sais... Puis je trouve que j'ai été soft dans le livre. J'ai enlevé des affaires, puis il y a des affaires, j'étais pas confortable de parler. Je trouvais que ça n'avait pas sa place. Je suis allée soft dans le livre. Ouais. Mais tu sais, ce que j'en comprenais aussi, c'est qu'il y a une certaine période, ben en fait, de la façon qu'on a été élevés aussi, puis il y avait comme... t'as laissé passer beaucoup de choses parce que tu pensais que c'était normal. Ouais. Il y avait comme une banalité alors que... Ouais. Tu lis ça aujourd'hui, puis t'es comme, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, une des anecdotes que tu racontes où ils te transféraient beaucoup à l'époque là, dans les studios, puis bon, on transfère le bureau, puis habituellement, t'es pas supposé d'entrer dans l'ascenseur. Ben, t'es pas supposé dans le monde charge. Non, dans le monde charge. Employé, mais non? Finalement, ton collègue t'invite, mais je veux dire... Moi, naïvement, genre, OK. Ben oui. C'était, je sais pas, c'était même pas 1 an, j'étais là. Je fais, OK, genre, ouais. Puis finalement, ben, il arrête le monde charge, puis il te propose d'avoir une relation sexuelle là. Mais tu sais, c'est comme... Genre à 10 h du matin, le job. Mais tu sais... Alors que j'avais parlé comme 3 fois, là. Ouais, mais...
Ou même Genre, pas, peut-être même pas. La fille empathique en moi me dit, mais comment t'as reçu ça, tu sais? Je dis, Mais c'est comme, ouais, je sais même pas comment cette journée... Tu sais, maintenant, aujourd'hui, comment j'ai continué à travailler. Mais je continue à travailler. tu sais, puis je veux dire, c'est pas normal, là. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, c'est tellement dans la culture, en plus, que t'es comme, ben... Tu sais, mettons, je racontais à mes amis de gars sur leur dîner, puis ils disaient, ouais, c'est vraiment poche. Puis on passait à autre chose. Tu sais, dans le sens que c'était tellement normal. Ça m'est tellement arrivé souvent, des affaires de même, que les gars le voyaient même pas. Je me souviens, un de mes super bons amis, aujourd'hui, travaille dans une compagnie de jeux. Et puis, j'ai jamais travaillé avec lui, puis il me dit, mais moi, ça arrive pas sur mon projet. Genre, ça arrive pas le sexisme, j'ai jamais vu ça. Puis, je lui ai comme expliqué que les gens sur mon projet, quand moi je travaillais en jeux vidéo, et même encore aujourd'hui, les gens qui me côtoient, qui sont des hommes, le voient pas. C'est pas comme... Tu sais, c'est pas aussi visible que, genre, j'ai grabé une fesse en plein milieu du fleuve. Quoique ça m'est déjà arrivé des affaires de même, là, mais tu sais, c'est pas autant... C'est pas de même. Tu sais, c'est pas parce que tu le vois pas qu'il y en a pas. Ouais. Des fois, c'est un commentaire. Des fois, c'est une craque. Des fois, c'est... tu sais, je veux dire, le monde sont quand même bons à être subtils aussi, là. Des fois, il y a des affaires qui arrivent dans ta face puis tu t'en rends pas compte. C'est comme sneaky, là, tu sais. C'est détourné un peu, là. Puis, tu sais, en tout cas, bref, on a eu une bonne discussion, moi et lui, puis il s'est rendu compte que, ben, peut-être que ça arrive sur son projet, dans le fond. Mais il a fallu vraiment qu'on ait une bonne discussion de 1h30 où tous nos amis sont partis. T'es comme, OK, vous autres, vous êtes vraiment lourds. Puis là, nous autres, on continue à parler de ça. Puis pour qu'ils fassent comme, OK, ben, je vais essayer d'être plus conscient de ce qui se passe autour de moi parce que dans le fond, c'est vrai, peut-être que je la vois pas parce que je suis un white male, un homme blanc. C'est fascinant, hein? Puis en même temps, c'est intéressant que tu provoques cette discussion-là parce que c'est en parlant à ces gens-là que, tu sais, tu pousses la réflexion. Ouais, mais t'as-tu déjà vu ça? Tu sais, c'est pas nécessairement mais nos meilleurs alliés, c'est les hommes blancs. Oui. Parce que c'est aussi con que c'est que quand un homme blanc dit non, ça se fait pas ici, tout le monde l'écoute. Donc, si une femme se fait faire une petite craque, une petite joke, puis dans un meeting, tout le monde l'accepte, tout le monde rit, versus « hey, non, ça, il y en a pas ici, on va passer à autre chose, mais on fait plus ça. » Ah, c'était aussi simple que ça. Ça a réglé le problème. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de grief. La femme se sent tout à coup... respecté. Quelqu'un a mon bac. C'est ça. Tout le monde comprend la situation. Le gars se sent un peu comme une merde d'avoir fait ça, puis ça se reproduira plus. Ça a pris un petit message de même, tu sais. Alors que pour la femme, c'est beaucoup plus dur, mettons, qu'il y a 6 gars autour d'une table, être seule, de dire « hey, non, ça passe pas ». Il y en a qui sont capables, mais moi, là, dans ma vie, j'ai toujours capable dit... maintenant? Quand même souvent. Ouais. Mais moi, je le tourne souvent à la joke là, pour désamorcer. Là, je veux dire, je comprends ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, personnellement, ça va pas m'affecter dans ma vie parce que je suis rendue où je suis rendue dans ma carrière. Mais ce que tu viens de dire avec peut-être une autre personne, ça pourrait le faire vraiment mal. Ça pourrait vraiment causer des problèmes. Genre, just don't. Fait que moi, je tourne un peu plus ça de même. Ouais, là. mais... ouais, tu sais, ouais. Bref. Mais non, mais c'est intéressant, mais je pense que on a aussi une responsabilité quand on a comment je dirais ça? Ben, parce qu'il y a une situation comme ça qui est arrivée il y a quelques mois, tu sais, puis j'étais sur un plateau télé, puis je m'occupais d'une gang de gars, blablabla, puis pour faire une histoire courte, moi, j'ai dansé longtemps dans Québec Sim de façon semi-pro. Fait que, tu sais, moi, la danseuse qui divertit, mais la danseuse qui a la connotation péjorative, je l'ai souvent entendue. Ouais. Puis, bref, tu le sais, là, t'en as fait de la télé, là, des fois, c'est des grosses journées, fait qu'il y a des gros temps morts, puis tout ça. Puis en tout cas, il y en a un qui s'ennuyait, tu sais, puis t'es comme, oh, vous auriez pas ça des danseuses pour nous divertir? Et là, oh! Tu sais, c'est comme de, ben, non, puis je vais juste souligner quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, tu y fais comprendre que... Puis là, là, quand tu puis tu sais, le ramasser très poliment avec de l'humour et, tu sais, là, tu fais comme, OK, Puis c'est drôle parce que, ben, premièrement, lui, il est comme
hey, il se sentait mal parce que là, il réalisait, mais tout le monde autour était comme me supportait dans ce que... Mais c'est quelque chose, là, parce que c'était des hommes de différentes générations quand même. Tu sais, le spectre était assez large. Et quand je suis partie, puisqu'il fallait que je retourne sur le plateau, il y a un des messieurs qui est papa qui m'a accompagnée puisqu'il cherchait les toilettes, fait que je l'ai guidé jusque-là. Puis il dit, je te remercie tellement de l'avoir remis à sa place parce que, il dit, moi, j'ai une fille de 20 ans, tu sais, puis on dirait que je trouve ça beau de voir que quelqu'un prend le temps de dire que ça fonctionne pas, mais de le dire dans le respect, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que nous aussi, on a le devoir de dire, ben non, ça fonctionne plus, ça ne passe plus. Ouais. D'expliquer pourquoi, mais pas... Je veux dire, de ne pas en faire, tu sais, de garder ça. Hey, on est des humains, on jase, on a du fun depuis tantôt, mais ça... Tu sais, j'ai dit, moi, là, ça me coule comme de l'eau sur le dos. Je l'ai tellement entendu. Mais j'ai dit, c'est pas tout le monde C'est ça. qui... Tu sais, fait que quand tu me dis ça, on dirait que je comprends tellement, là. Puis c'est pas toujours facile d'avoir le courage de le faire. Non, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai toujours la façon que tu donnes un message, mettons, OK, la façon que tu reçois le message quand il t'est adressé, puis t'es aussi la personne qui est à côté, qui voit le message. Ouais, le témoin. Le témoin. Puis le témoin, en 2022, est autant important que les deux autres. Quand on a le courage, je dis pas qu'il faudrait tout le temps le faire, mais quand on veut se lancer puis on veut faire une différence, ben on a juste à dire, hey, tu sais, comme tu as dit, le but, c'est pas de faire un moment... Tu sais, c'est pas de rendre ça lourd. C'est vraiment juste de dire, hey, si on l'arrête tout de suite, c'est fini, on passe à autre chose. Puis on laisse pas ça aller. Toi, si l'affaire de danseuse, tu l'amènes pas tout de suite, peut-être que le gars, il se perd. Là. Peut-être qu'il en parle pendant 20 minutes, il fait des jokes, Puis là, ça peut devenir, même pour toi, lourd, problématique. Là, c'est ça. Là. Puis là, t'as comme fait, hey, j'aurais dû l'arrêter tout à l'heure parce que là c'est vraiment rendu un problème. On lui a donné... il a fait un petit test avec sa petite joke. Ça a passé, fait que là, il a pris le bras. Tu sais, quand tu donnes une main, puis là, les gens prennent le bras. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de l'arrêter le plus vite possible, le plus tôt possible. Puis d'une façon, genre, vraiment comme... Autant anodin que la joke était anodin. Donc, tu sais, ça a juste pas de place. Puis c'est correct, on passe à autre chose, mais... Ça, c'est un peu de mauvais goût. Ouais, c'est ça. Puis si la personne a décidé de s'assiner, là, c'est une autre histoire, là. Ça m'amène à t'amener dans une autre direction qui est un peu une mission que tu t'es donnée. Puis c'est arrivé avec... en fait, dans le cadre de Game of Change, qui est comme ça semble être des grosses conférences dans le milieu où tu es amené à parler de plein de choses. Ouais, ben Games for Change, c'était comme une conférence que j'étais full inspirée quand j'étais jeune, puis j'étais aspirante game designer, parce que c'était des jeux qui changeaient la planète. Tu sais, c'était des jeux qui étaient faits pour avoir changer les choses, avoir un impact, que ça soit environnemental, que ça soit politiquement, que ça soit XYZ, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, c'est sûr, j'arriverai jamais là dans ma vie à faire un jeu pour le Darfour, tu sais. Puis ça, c'était les exemples qu'on avait, tu sais, quand moi, je commençais à être en jeu vidéo au milieu des années 2000, tu sais, c'était des jeux vraiment intenses, là, des jeux pour apprendre le concept avec les animaux, comment les bonobos apprennent entre eux, puis tu sais, bon, ces affaires-là. Fait que moi, je suis tombée en amour avec les bonobos. J'ai genre fait un jeu expérimental où on apprend à jouer dans le jeu de la même façon que les bonobos apprennent et tout ça. Tu sais, j'étais comme vraiment... C'est des singes, hein? Ouais, les singes, c'est des bonobos. C'est comme génétiquement le plus proche de l'humain. Fait qu'en plus d'être... Tu sais, les singes, c'est plus proche, mais les autres, les bonobos, c'est quasiment des humains. Là. Oh, wow. J'exagère, là! Mais tu sais, quand on check, là, c'est bizarrement très proche. Okay. Tu sais, c'est des gens qui ont une sensibilité. C'est des animaux qui ont une sensibilité. Tu sais, c'est vraiment... C'est fascinant, là. C'est ça, parce qu'ils sont très près de nous. Ouais. Puis, tu sais... Bref, donc... je viens de me perdre. Je parle beaucoup. Je viens de me perdre. Mais j'ai vraiment trippé sur cette conférence-là. Puis, tu sais, quand on m'a demandé dans la pandémie de faire une conférence pour ça, j'étais comme, oh mon Dieu.
qu'est-ce que je vais parler? Je suis pas assez cool pour faire une conférence à Games for Change. Non, je peux pas croire que t'aies pensé ça! Ben, au début, oui. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, il faut que je réfléchisse à quoi qui peut vraiment... Oui. Tu sais, que je serais avant-gardiste puis qui pourrait... dans le fond, j'ai comme fait une recherche pour ma conférence sur qu'est-ce que je pourrais parler qui serait pertinent. Puis au début, j'ai comme commencé à réfléchir sur la toxicité d'un jeu vidéo, puis comment contrer ça, puis tout ça. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que j'enlève le jeu vidéo, la toxicité en ligne existe encore. Fait que là, je me dis, OK, fait que le jeu vidéo n'est pas le problème. Le jeu vidéo est comme victime du médium qui est l'Internet et tout ça. Fait que là, tu sais, j'essaie de remonter. Jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, on n'a aucun soutien dans la société pour notre cybercitoyenneté, puis j'ai appris c'est quoi le mot cybercitoyenneté. Tu sais, ça a comme été une espèce de wow! Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça prend un village pour élever un enfant. Checker ça, ce qu'on a. Puis là, j'ai comme décortiqué. On a l'école, les parents, le gouvernement, la police. Tu sais, on a... Tout le monde s'aide à essayer d'aider nos enfants à genre devenir des adultes indépendants dans une société pour qu'ils vont travailler eux-mêmes, qu'ils vont contribuer à la société, avoir leur propre argent, développer leur propre famille, qui deviennent des bons citoyens, qui pour gérer, pour vivre en communauté, pour ensuite de ça, eux autres, avoir leur propre famille, qui soient heureux. Tu sais, on a fait des milliers d'années à développer ce système-là. Puis là, on a introduit les téléphones intelligents et l'Internet. Bam! Puis là, la technologie est arrivée trop vite pour notre rapidité d'adaptation à la citoyenneté. Fait que là, on est complètement des horribles cyber-citoyens qui ne sont pas éduqués du tout. Fait que je vais reprendre un petit peu une analogie des singes. C'est comme on est comme une gang de singes sur Internet. On fait des essais, des erreurs, on se tabasse. C'est n'importe quoi. C'est l'anarchie, là. Il y a plus de règles. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucun soutien. Puis ça fait partie à 100% de notre vie. Tu sais, c'est pas comme quand on me disait quand j'étais jeune, ferme ton écran, débranche l'Internet. Fair enough. On pouvait faire ça. Maintenant, là, c'est impossible de déconnecter. Tout est dessus, là. T'avais ton COVID code sur ton application durant la pandémie. T'es collé à ton sel, tu sais. Puis moi, je fais souvent la joke. Là, présentement, on se dit, on peut quand même déposer le sel sur la table. Moi, je me dis, dans 10, 15, 20 ans, le chip va être dans la tête, puis on ne pourra plus le mettre on-off. Ça va être là. Mon Dieu. Mais bref, crise d'angoisse. ça pour dire que, tu sais, comment, en tant que société, en 10-15 ans, tu sais, l'iPhone est sorti genre en 2013, là, quelque chose de même. Ça fait peut-être, en tout cas... Comme une 10-12 ans, là. Ouais, c'est plus longtemps que ça, là, mais bref. En tout cas. 2010, genre. Puis ça pour dire, parce que là, j'imagine déjà les trolls dans le chat ou peu importe des commentaires de ton podcast. L'iPhone est sorti quelle année? Ça pour dire que la concept de on se déconnecte plus, la technologie non constamment présente dans nos vies est trop récent. Donc, on est des merdes sur Internet. C'est aussi simple que ça. Rien de moins. C'est pas vrai qu'il n'y a pas une personne qui a jamais été irrespectueux sur Internet. Tout le monde est irrespectueux parce que souvent, on s'en rend même pas compte. Oui. Quelqu'un va nous dire de quoi, puis nous autres, on va répondre genre passif-agressif au bout ou en textant quelqu'un, tu fais des 3 petits points. Tu sais, on est toutes de même. On sait pas comment se parler sur Internet, puis souvent, tu peux même t'ostiner sur la couleur mauve. Tu sais, je veux dire, il y a comme pas de c'est pour ceux qui ne nous voient pas, ben personne ne nous voit, mais tu as une face de... C'est vrai, Colin. Ah non, tu sais, la fameuse affaire de robe, puis là, tu sais, ben c'est non, je les vois ça. telle couleur. Mais quelle perte de temps, en plus. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas la place à... Là, tu sais, là, les gens nous entendent, c'est déjà bon, ils ont le ton, là, mais ils nous voient pas. Fait que tout le non-verbal, c'est terrible. Ouais, puis, tu sais... On l'a pas. Le non-verbal, on parle aussi de l'anonymat, on parle de plein d'affaires, mais ce que moi, récemment, en étudiant, faisant des recherches pour mon cours, je me suis rendu compte aussi qu'il y a un état cognitif qui s'appelle... Hey, là, j'ai un blanc sur le nom. Il faut vraiment que je te check ça. Je vais aller checker mon sel tout de suite. C'est important! C'est important! Parce que j'en parle dans mon cours, puis même moi, ça m'a mind blown. Je vais aller chercher un de mes cours.
Puis je vais te dire ça, mais je Oui, vais te ça le aussi, c'est un beau résumer. projet trippant. Et mon Dieu. Ah ouais, on Tellement pourra parler de choix, pendant écoute. 20 ans. 2 siècles. Ouais, 2 siècles. Ce qui est important à savoir, je vais vous expliquer le concept avant de trouver le nom, là, c'est que, dans le fond, c'est comme si on était un peu en état d'ébriété quand on parle sur Internet. Hey, OK. Fait que tout ce que tu dis, t'es comme un peu sous. Fait que tu dis pas nécessairement les trucs que tu penses vraiment, mais tu le dis parce que ça sort. Comme pas de filtre. T'as comme pas de filtre à cause de l'écran. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est comme si ça expliquait beaucoup de choses. Puis qu'une fois qu'on comprend ça, peut-être que ça nous aide aussi à améliorer notre... D'être plus vigilant, plus conscient. la façon que les gens écrivent devant l'ordi, puis nous, on écrit aussi, puis comment on en parle. J'ai un cours carrément qui s'appelle Notre persona en ligne, OK? Qui est comme un cours de 3 heures dans mon programme. C'est en train de loader. On va arriver à la slide. C'est long, tout ça. Ouais, Mais OK, oui, je l'ai trouvé. OK, ça fonctionne. C'est ça, pendant que tu cherches, là. Online Disinhibition Effect. Fait que, allez voir ça. Un type de désinhibition, qui est le mot, quand on est sous, là, on perd notre désinhibition. J'ai vraiment de la misère à prononcer ce mot. C'est pas il est dur, ce mot-là. Ouais. On dit souvent qu'on est exhibitionniste quand on fait que c'est Désinhibition. OK, j'ai vraiment... C'est l'opposé. Ouais. Okay. Puis dans le fond, il y a plein de facteurs qui causent que on a ce phénomène-là quand on est derrière l'écran. Mm-hmm. Je vous invite à vous inscrire dans mon cours pour comprendre ça. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai découvert cette année en poussant plus. Ouais. Tout le monde m'a dit que c'est l'anonymat. Moi, ça fait des années que je dis c'est pas l'anonymat. Écoute, sur Facebook, t'es plus ben anonyme. Puis les choses qui se disent là, c'est complètement crazy. Ouais. Fait que l'anonymat dans certaines situations, dans certains contextes, ça peut encore faire de quoi, mais tu sais, honnêtement, là, c'est plus que ça. Puis ça, c'est intéressant. Quand on arrive à cet effet-là, là, qu'on comprend que dans le fond, c'est comme plein de facteurs ensemble qui fait que c'est comme si on était un peu sous. Ça expliquerait bien des choses. Oui. Ça expliquerait ma tante Ginette qui se lâche lousse. Oui, parce que l'autre, ce qu'elle porte à la télé, puis tu sais, puis c'est souvent, moi, je le compare un peu à... tu sais, quand on regarde, à une certaine époque, bon, le dimanche soir, ça, bon, avec tout le monde en parle, avec, tu sais, c'est comme une soirée télé, puis les gens sont dans le salon, on écoute ça, puis souvent, il y a des commentaires qui sortent sur, qui ont juste même pas de bon sens, mais là, c'est parce que ces commentaires-là, les gens, un peu sous, comme tu dis, les gens qui sont comme, ils s'en vont les écrire en commentaire, mais c'est quoi qu'elle porte, c'est quoi, puis là, ça commère, mais je veux dire... C'est public, tout ça. Là. Les gens ont accès à ça. Là. Puis c'est comme, mais rendu là, déjà que dans ton salon, bon, au moins, tu l'exposes pas, mais tu y penses quand même. Là, en plus, de le mettre sur la place publique, c'est comme, OK, gérez-vous. Mais en même temps... C'est aussi, souvent, on comprend pas les conséquences. Ouais. On les voit pas. Puis, tu sais, il y en a de plus en plus des conséquences. C'est ça aussi qui se passe. Hein, c'est des conséquences de société, là, que ce soit la santé mentale qui, durant la pandémie, alors qu'on consommait beaucoup d'Internet, ça a été un énorme problème, puis ça continue. Là, et aussi, je te dirais, les conséquences sur le marché du travail qu'on ne comprend pas encore parce qu'il n'y a pas assez de data, de données, mais de plus en plus, les gens peuvent perdre leur emploi, peuvent perdre leur respect, peuvent se faire empêcher d'avoir un emploi de la façon dont ils parlent sur Internet. Puis, tu sais, c'est pas tant difficile de faire une petite recherche sur quelqu'un puis trouver de l'information sur la personne et comment. Non. C'est tellement facile, là. Justement, c'est le terme anonymat, ça n'existe plus, là. Plus comme avant. Non, tu sais, je veux c'est dire, ça. À moins que tu sois vraiment intensément quelqu'un qui cherche à être complètement anonyme d'une manière criminelle, ça n'existe plus vraiment. On peut souvent te retrouver de la façon que tu écris, de la façon que tu parles, puis tu sais, même, là, je resterais au niveau là, sans parler de technologie, de trouver tes IP et tout ça. Oui. Mais c'est
C'est vraiment plus comme avant. Si l'Internet décide de trouver t'es qui, ils vont trouver t'es qui. Mhm. Puis d'ailleurs, la cybercitoyenneté, ça chapeaute 4 grands Ouais. C que Ouais. tu as développés. Ouais. Les 4 C de Miss Harvey. Moi, j'ai appelé ça les 4 C de Miss Harvey. Puis depuis que j'ai écrit le livre, j'ai modifié le nom de deux C. Ouais. Ah ouais? Parce que Lesquels? j'ai trouvé... J'avais le mot cyberdépendance et le mot cyber... attends, excuse-moi. Ben, Ça fait longtemps. Ouais. C'est- Cyberintimidation. Cyberintimidation et cyberdépendance. J'ai ok. changé les deux parce que, dans le fond, je les trouvais négatifs. Ah. Puis je me disais, dans le fond, ça, c'est une conséquence d'une mauvaise utilisation d'un pilier. Fait que là, à la place, j'ai développé pour la cyber-intimidation, mon pilier s'appelle cyber-étiquette. Puis dans le fond, la cyber-intimidation, c'est une mauvaise cyber-étiquette. Ouais. Puis la cyberbalance, qui est la cyberdépendance, ça devient une mauvaise utilisation de notre Je cyberbalance. comprends. Fait que là, j'aime mieux ça. Fait que là, j'ai le cyber bien-être et la cybersécurité. Oui! Fait que ça, c'est mes 4 piliers maintenant qui sont plus positifs et qui sont, dans le fond, des piliers d'éducation pour éviter de la cyberintimidation et éviter de la cyberdépendance. Puis qu'est-ce qui si tu avais à résumer chaque grand pilier, là, qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce que le monsieur, madame, tout le monde, les cyber-citoyens Ouais. tu sais, qu'est-ce qu'on peut chercher comme outil là-dedans? Parce que c'est un peu ça le but, c'est de conscientiser, de sensibiliser, puis d'être des meilleurs cyber-citoyens. Ouais. Moi, je pense que, dans le fond, la base de la cybercitoyenneté, c'est vraiment de s'éduquer sur ces 4 C-là. C'est pour ça que j'ai comme regroupé ça comme ça. Si on est capable de s'éduquer au moins un peu, d'écouter une couple de vidéos sur YouTube ou de faire un peu de recherche sur ces 4 piliers-là, je pense qu'on est déjà un meilleur cybercitoyen que probablement 90% du monde. Fait que, tu sais, la marche est vraiment basse. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. On est capable, là. Ouais. Tout le monde. Puis, c'est assez accessible à tout le monde de devenir des meilleurs citoyens juste en comprenant ces 4 piliers-là. Fait que la cyber-étiquette, ben c'est... justement, je parlais de l'effet tout à l'heure, là, c'est comprendre comment s'exprimer en ligne peut être interprété, puis comprendre c'est quoi les bases d'une bonne cyber-étiquette. Tu sais, je veux dire, si tu chattes avec ta blonde, ou ça, c'est une histoire, mais s'il faut t'écrire sur un forum ou t'envoies un email, comment, justement, éviter, mettons, le passif-agressif, comment tu t'en rends compte, comment trouver des solutions quand tu te fais aussi envoyer chier en ligne, tu sais, plein de choses comme ça pour que tu deviennes un meilleur utilisateur, puis avoir une meilleure cyber-étiquette, dans le fond. Puis des fois, c'est des choses qu'on... C'est pas... On disait ça au début du podcast, là, c'est pas nécessairement une intention de vouloir être méchant. Ouais. Tu le fais sans te rendre compte, tu sais. C'est ça. Fait que comment, genre, éviter tout ça? Ainsi de ça, t'as la cybersécurité. Ça, c'est fou, là, comment les gens pensent qu'ils peuvent pas se faire attaquer. Comment ceux qui ont des petites compagnies se disent « Ben non, mais moi, je suis pas Google, on m'attaquera pas. » En fait, la majorité des cybercrimes sont faits sur les petites compagnies parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de se protéger, ils n'ont pas les moyens de s'éduquer, puis ils sont faciles à voler. Donc, je pense que c'est au-dessus de 60% des cybercrimes sont faits sur des petites compagnies. Fait que, tu sais, juste le comprendre, dans le fond, on est C'est quoi? C'est quoi notre empreinte C'est quoi de le sécurité? derrière? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être aussi simple de pas juste avoir le même mot de passe partout, mais, tu sais, même aujourd'hui, avoir juste un mot de passe, c'est pas assez. Fait que, tu sais, essayer de comprendre la technologie est rendue où, puis de savoir que, dans le fond, c'est pas juste la responsabilité, elle est pas juste sur ton spécialiste informatique de ton bureau de protéger la compagnie. En fait, c'est comme 80% des erreurs humaines. T'sais. Fait que c'est des affaires qui sont intéressantes à savoir. Fait que ça, il y a ça. Il y a la cyberbalance. Hein? Ça, c'est pour tout le monde, pas juste les gens qui consomment le jeu vidéo. Binge-watcher du Netflix une fin de semaine... Après moi, t'as manqué de cyberbalance-là. Fait que ça veut pas dire que c'est négatif. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comprendre la relation qu'on peut avoir avec les technologies d'une façon qui est enrichissante, d'une façon qui est complémentaire et d'une façon qui n'est pas nécessairement négative. Et ça, si vous avez des enfants, là, c'est super important. Parce que juste dire « Hey, décroche de l'ordi, ça fait longtemps que t'es dessus », pire erreur qu'on peut faire. Pourtant, je pense que tout le monde a dit ça. Là. Tous les parents ont dû dire ça. « T'as assez joué aujourd'hui, arrête. » C'est un mauvais discours à avoir, c'est comparer le jeu à quelque chose de négatif pour l'enfant ou pour la personne qui consomme le jeu. Ça peut être un ami, ça peut même être ton conjoint. Dans le fond, tu veux ouvrir la communication par rapport au jeu. Tu veux pas lui dire « Là, t'as assez joué, débarque de tes affaires. » Oh, il y a pas plus pour renfermer quelqu'un par rapport à ce qu'il aime dans la vie.
que lui dire « Ah, tes affaires, je comprends pas. » Tu sais, OK, ben mes affaires, je t'en parlerai pas parce que tu comprends pas puis t'es déjà comme négatif par rapport à la situation. Fait que, you know what? Je vais me renfermer, je vais probablement continuer à jouer autant puis je vais juste comme devenir ce que t'as peur que je devienne à cause que tu me dis d'arrêter de jouer. Fait que, tu sais, il y a toute cette compréhension-là qui est vraiment, vraiment importante. Surtout si on vient pas de l'univers, mais j'ai le goût de dire aussi si on vient de l'univers. Tu sais, souvent, on se dit « Ben moi, je comprends, je game, puis tout. » Puis je veux pas que mon fils game, je veux qu'il décroche. Tu sais, fait que c'est pas parce qu'on vient du jeu vidéo qu'on comprend la cyber balance. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis mon dernier point, c'est cyber bien-être. Puis ça, c'est mon plus fun, je trouve. Là, c'est comment utiliser la technologie d'une façon positive pour améliorer ta vie et vice-versa, comment utiliser la technologie d'une façon que ça nuit pas à ta vie, fait que ce soit ta posture, ça soit pour faire attention à tes yeux, ta tête, tout ça. Mais aussi, pourquoi pas avoir des outils de technologie. Exemple, une montre intelligente. Je l'aime tellement. Moi, j'ai un anneau, là, un ring. Ça s'appelle un Oura Ring, puis ça me dit comment je dors à chaque nuit, puis je le charge une fois par semaine. Tu sais, genre une espèce de suivi. Ah, je l'adore. Tu sais, ça me dit si... Mettons, moi, je suis allée aux toilettes mettons, à 4 heures du matin, puis ça me dit après que j'ai une nuit de merde. Ça veut dire que peut-être je devrais moins boire d'eau pour pouvoir pas couper ta nuit à 4 heures parce que t'as envie. Puis... Exact. Tu sais, puis moi, alors que moi, je m'en foutais de me le réveiller à 4 heures du matin, je m'en rendors de même. Mais je me rends compte que la qualité de mon sommeil est pourrie après. Tu sais, fait comment utiliser la technologie d'une façon à ce qui améliore ton bien-être, c'est le fun. Ça, c'est excitant. Ah oui, vraiment. Ben, c'est drôle parce que quand tu parlais de la montre, on avait déjà eu un débat sur un plateau. Ah, à quoi ça sert? Tu sais, dans le fond, tu sais, ça nous pousse pas nécessairement à être plus motivés. Puis ça, je suis comme, moi, au contraire. Moi, quand j'ai eu ma montre intelligente, tu sais, je reçois que les textos, là. Fait que, tu sais, j'ai pas plein d'applications dessus. C'est vraiment comme pour faire le suivi de mon activité physique, de mes pas. Mais moi, ça m'a tellement aidée durant la pandémie. Parce que là, on n'était plus assis. Mon Dieu! C'est comme des petits défis, là. Lève-toi, là. Tu t'es pas levé, il faut que tu fasses tes 250 pas dans l'heure. OK, j'ai pas assez fait de minutes actives. Il y a comme... En tout cas, pour moi, ça a été là, un gros plus, là. Puis en plus, elle a brisé. Malheureusement, il y a comme eu un défaut avec cette génération-là. Fait que j'étais comme, je peux pas m'en passer, tu sais. C'est comme... Mais il y a quelque chose de bien, je pense. En fait, c'est d'aller chercher le positif là-dedans. Oui, ça collecte des données, mais toi aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionne pour toi. Puis c'est ça qui est le fun avec le cyber bien-être, c'est de trouver, dans le fond, ta gimmick. Mais moi, j'aime ça, les gimmicks, j'aime ça, la technologie, j'aime ça, les gogos. C'est sûr que moi, j'encourage les gens à se lancer puis à essayer, à emprunter les trucs de leurs amis, à voir si ça marche pour eux, parce que ça peut carrément changer ta vie d'une façon positive. Là, oui, puis ça m'amène aussi à te parler de la santé et du bien-être des joueurs, en fait. Ce que tu as développé avec le temps, mais de prendre conscience qu'il faut que tu t'occupes de ton corps, de ta machine pour pouvoir performer, mais pour pouvoir limiter aussi les blessures plus tard. Parce que souvent, on est jeune, on est capable d'en prendre, mais des fois, changer la chaise, d'être plus conscient, en fait, de l'environnement que tu utilises, ça peut faire toute la différence. Puis on peut faire un lien direct avec le télétravail, là, qui en essor. Là. Mais tu sais, des tendinites à 20 ans, ça arrive très souvent dans le jeu vidéo. Là. Fait que puis, tu sais, c'est quelque chose qui arrivait normalement chez l'humain à 30, 40 et encore. Tu sais, c'était des mouvements répétitifs dans les usines et tout ça. Mais là, maintenant, avec les ordinateurs, ça arrive super tôt, vraiment trop tôt. Fait que ça, c'est une mauvaise utilisation. C'est une utilisation vraiment effrénée des poignets en mode compétition, dans le fond, là, tu sais. Donc, tout ce qui a rapport avec le corps, ça, c'est juste l'exemple des tendinites, mais tout ce qui a rapport avec le corps, le cou, le dos, les jambes, la circulation sanguine, le mental aussi, là, je dirais. Ton corps, c'est un temple, surtout si tu performes là-dedans. Je dirais qu'il y a probablement qu'il y a quand même une meilleure hygiène de vie chez les professionnels du jeu vidéo que les gens qui travaillent à la maison depuis la pandémie. C'est fou, parce qu'on est comme nous, on se fait habituer, on se fait dire de faire ci, de faire ça, on se fait suivre au niveau du poignet si on a des douleurs, tu sais, puis on se fait donner des meilleures pratiques, des outils qui sont adaptés à nous pour pouvoir gagner des tournois. Mais monsieur, madame, tout le monde qui travaille à la maison, probablement pas, puis aussi leurs enfants, encore moins. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super important de bien consommer, je dirais, l'utilisation de l'Internet.
pour que ça reste une activité épanouissante et enrichissante. On dirait qu'on parle de tout ça, puis on pourrait en parler tellement longtemps, mais je trouve qu'une des choses qui ressort de toutes ces recherches-là que tu as fait, puis en même temps, c'est lié aussi à plein d'autres projets, c'est ton désir de faire une différence. Ouais. Bon, ça, ta tête de cochon est là à 100 là, parce qu'il y a comme c'est comme une nouvelle mission, en fait, là, une espèce de... Il y a quelque chose, c'est ça, comme quelque chose d'intrinsèque que t'as le goût de pousser plus loin. Puis ça, je trouve ça tellement beau parce que je pense que c'est en fonçant comme ça que, tu sais, en fait, t'as toujours appris à défoncer des portes, même défoncer des plafonds de verre que tu pensais même pas qu'ils existaient. Mais là, cette nouvelle portion-là, cette ouverture-là vers les projets qui t'animent, qu'est-ce qui s'en vient, là? T'aspires à quoi? Qu'est-ce qui te nourrit, en fait, dans ce désir-là de vouloir faire une différence? Ce qui me nourrit vraiment, c'est que je me dis, pourquoi... Tu sais, ça va à l'existentiel de pourquoi on existe sur la planète. Tu sais, ça revient vraiment à ça. Puis c'est quoi mon but dans la vie? Puis tu sais, si je meurs demain, est-ce que je serais contente de ce que j'ai accompli? Puis moi, c'est vraiment tout le temps, je trouve que j'en ai pas assez fait pour mon prochain. Tu sais, bon, blablabla. Fait que c'est sûr que moi, mon existence sur la planète est justifiée à faire une différence, puis à pousser, puis à changer les choses le plus que je peux jusqu'à temps que je sois plus là, tu sais. Donc, je vais chercher ça là-dedans. Je vais chercher ça dans le sens que il y a une raison pourquoi je suis là. Je sais pas c'est quoi, mais je vais en faire le mieux que je peux avec ça, tu sais. Sinon, on dirait que j'ai comme pas de but sinon à vivre. En tout cas, ça revient à tout ce que je disais au mal de vivre que j'ai depuis l'adolescence, là, tu sais. Puis on dirait que ça m'anime, ça m'excite, ça me pousse à faire les choses. Fait que c'est sûr que 2023, pour moi, ça s'en vient une année où, là, on a fini le livre. J'ai commencé le cours, j'ai fait ma première année. Fait que là, mon but, c'est... J'avais lancé une compagnie, j'en parle un peu dans le livre, qui s'appelle Élever il y a quelques années. Puis, avec tout ce qui est arrivé, Big Brother, le livre, les cours, j'ai comme rien fait en 2022 avec Élever. Fait que mon but, c'est vraiment de reprendre le but d'Élever, puis dans le fond, tout ce que je parle dans le livre, dans mes cours, tout ça, d'en faire une espèce de banque de ressources pour les gens qui veulent apprendre, qui se disent, moi, je sais pas par où commencer sur ma cybercitoyenneté, ça va se relever, on va te montrer, on va te donner des liens sur les sites qui sont des professionnels là-dedans, tu sais. Fait que devenir vraiment la référence pour que les gens pensent à élever quand on parle de cybercitoyenneté, mais et du futur. Tu sais, on sait pas c'est quoi ça va être. Moi, je dis tant, là, j'ai les 4 C de nous servir. Peut-être que dans 3-4 ans, il va y en avoir 8. Fait que ça, j'ai vraiment le goût de pousser là-dessus. Puis ça m'excite quand même beaucoup de voir comment je vais pouvoir le rendre intéressant. J'ai toujours dit, moi, mon but, là, ça serait de faire assez d'argent avec Élever pour qu'on puisse réinvestir à 100%, une espèce de loop de ça nous permet de faire plus de projets, d'aller dans les écoles, tu sais, d'espèce de puis c'est un peu ça que je faisais, tu sais, avec... on a touché à la vente de marchandises pour briser les mythes dans le jeu vidéo, pour parler de ci, de ça devient des conversation pieces, bref. Fait que, tu sais, j'essaie d'utiliser, mettons, si on fait de l'argent avec ça, ça va être à réinvestir tout le temps, tout le temps. Pour agrandir, pour grossir, mais dans un but de toucher plus de personnes. Tu sais, dans le fond, moi, je serais probablement... je dis ça là, puis c'est pas sûr que non, mais je serais vraiment contente de retire, là, de toute ma vie, si Élever existe par ses propres ailes, puis j'ai même plus rapport là-dedans, puis ça fait juste du bien dans le monde, tu sais. Oui. C'est un peu ça, mon espèce de but. Puis moi, je reçois $0, là, tu sais, vraiment juste que ça s'autogère. Ça serait une réussite pour moi. Fait on verra ce que ça donne. Est-ce que tu as l'impression de retrouver un certain équilibre que tu as... Tu sais, je veux dire, en étant joueuse professionnelle pendant près de 2 décennies, c'est énormément d'investissement, puis c'était que ça, là, même s'il y avait des choses qui... Là, tu sais, il y a tout aussi de l'aspect de la retraite que dans ton livre, c'est comme nébuleux, mais là, tu sembles... peut-être avoir pris une décision, ou en tout cas, tu sais, ça commence à se placer. Puis ça, je trouve ça fascinant parce qu'en même temps, il y a comme... je sens l'espèce de dilemme, là. Tu sais, l'espèce de ce que... la compétition, ce que ça t'anime, puis autant comment ça peut... C'est comme un peu amour-haine, là. On dirait que je le décrirais comme ça, mais il y a une adrénaline, mais en même temps, il y a comme un vide. Là, t'es rendu où là-dedans? Parce que c'est des grosses réflexions, là. Je veux dire, ça confronte
la rêveuse aussi, Ouais. tu sais. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui se souvient que du positif, là. Fait que moins que je compétitionne, le plus je me souviens du positif. Fait que, Ouais. tu sais, c'est dangereux. Mhm. Mon chum, il dit tout le temps, si tu te voyais quand tu es en préparation de compétition, comment parfois tu peux être misérable, tu voudrais arrêter tout de suite, tu sais. Fait que je suis un peu d'accord avec ça. Je suis du genre à m'auto-flageller jusqu'à temps que je gagne le trophée, mais je me souviens juste d'avoir gagné le trophée, puis comment c'était incroyable. Fait que je pense que je suis rendue plus correcte avec tout ça. OK. Surtout parce que ça fait 3 ans que j'essaie de me redéfinir, de retrouver mon équilibre et tout ça, puis j'arrive pas. Fait que clairement, j'ai un problème. Mhm. Tu sais, la compétition m'a créé un problème Ouais. de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, comment rien faire. Je suis absolument pas capable. Je me sens coupable de rien c'est faire. terrible, ça. Fait que, tu sais, quand je fais rien, je me sens comme une merde. Mettons, je prends 1 heure là, à rien faire, je suis déprimée après. Tu sais, fait que j'ai vraiment de la misère à pas tout le temps être en mode performance. Puis, mais je vieillis, puis je peux plus être en mode autant performance. Fait que je dois apprendre à redéfinir tout ça, à gérer tout ça, à prendre des moments où, tu sais, je me dis, bon, ben 1 heure ou 2, c'est correct de ne rien faire sur le divan puis de niaiser, tu sais. Mais c'est tellement bizarre, je les mets dans mon calendrier. Tu sais, fait que je suis encore en mode, je planifie, bon, ben à ce moment-là, je vais rien faire. Tu sais, c'est comme, j'ai vraiment de la misère. Fait que ça nuit beaucoup à ma santé mentale et physique parce que, tu sais, c'est lourd, vivre une vie comme ça. C'est sûr. Fait que là, c'est ça. Fait que je ne crois plus que je veux retourner à cause de tout ça parce que je trouve ça tellement dur. Puis quand je suis sortie de Big Brother, ça a été extraordinaire parce que pendant 2 ou 3 semaines, j'avais aucune responsabilité. Puis j'étais tellement en mode Big Brother, ce qui veut dire qu'on avait accès à aucune technologie puis on faisait juste écouter les gens parler, que, tu sais, je passais des heures à juste parler ou rien faire sur un divan ou sortir mon livre. Ça a-tu été En dur, sortant. c'est ça? On peut... C'était extraordinaire. Genre, Ah les ouais. 2 ou 3 semaines en sortant de Big Brother. Autant ça a été difficile parce que j'étais comme un syndrome de Stockholm où j'étais pris en captivité, puis je sortais, puis j'étais comme, oh non, je veux retourner en captivité. Autant j'ai adoré ce moment-là parce que j'étais bien à comme prendre un dîner plus long au resto avec une amie, puis pas avoir un deadline. Tu sais, ah ben là, faut que j'y aille parce que, tu sais, mais non, j'avais rien dans la journée. Fait que j'étais comme, ben, tu fais quoi, là? Ben, ça te tente-tu de marcher? OK. Tu sais, genre ça! Genre, ça arrive pas dans ma vie des moments là. Fait que, tu sais, ça a été... Tu sais, que ce soit Big Brother ou que ce soit tout de suite en sortant, ça a été incroyable. Fait que j'essaye de retourner à ça, mais c'est difficile. Oui. D'ailleurs, justement, parlons-en quand même quelque peu parce que ça a été toute une aventure pour toi. Pour ceux qui l'ont pas suivi, ça n'a pas été un parcours assez facile. Puis pour mettre en contexte, cette télé-réalité-là, c'est ça, c'est un peu comme une cage à rats, là, tu sais. Vous êtes enfermé dans une maison, puis c'est comme le jeu se développe en créant des liens avec les autres. Mais en plus, tu disais que tu disais que tu as comme navigué dans une zone de survie tout le long, puis même que tu t'as peut-être pas créé des liens autant comme tu aurais voulu, un peu comme... Dans le jeu, Ouais, un peu comme au secondaire, là, tu sais. Ça a dû être confrontant. Ouais, ben tu sais, pour ceux qui l'ont pas écouté, encore une fois, c'était 3 mois dans... La cage à rats, c'est un super exemple parce que t'as comme des gens de laboratoire qui injectent des trucs dans la cage puis qui regardent ce qui se passe, tu sais. Fait que, tu sais, dès la journée 2, j'ai été mise en danger, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai jamais été sécure dans la maison. J'ai tout le temps été... Mais tout le monde est comme ça un peu, mais pas la journée... Ça commence pas la journée 2. D'habitude, c'est un peu plus loin. Moi, ça a commencé la journée 2, puis j'ai fait jusqu'au bout. Fait que, oui, puis tu l'as gagné. C'est ça qui est fou, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... C'est ça, j'étais en mode survie depuis le début. Puis, tu sais, quand t'es sur le bloc, les gens veulent pas nécessairement s'associer avec toi parce que t'as été en danger. Fait que, tu sais, bref, ça a été compliqué, mon affaire. Ça a été long, lourd. Mais tu dis quand même que ça t'a changé. Ouais, ben, je me rappelle ce que... En fait, je pense que je sais ce que je me regarde, puis je me comprends mieux, puis je sais ce que je suis mieux. J'ai vraiment... Ça t'a recentré?
Ouais, mais tu vois ta différence vraiment violemment dans la maison. Tu sais, que ça soit Eddie qui s'est rendu compte que il a fait des découvertes sur sa personnalité dans la maison, ou tu sais, que ça soit moi qui était comme, ben, je savais certaines choses qui allaient peut-être déranger les gens, puis je suis arrivée dans la maison, puis c'est sûr que ça allait déranger les gens. Genre, je sais que je dors beaucoup, je sais que le matin, je suis pas nécessairement la meilleure à discuter, j'ai de la misère le matin, tu sais, des choses comme ça. Je manque d'énergie dans une journée, fait que souvent, je fais des mini-siestes d'une demi-heure, tu sais. Fait que je faisais ça dans la maison. Fait que, tu sais, c'est le contraire de ce que les gens disaient qu'il faut jamais que tu dormes, il faut que tu sois tout le temps actif. Moi, je dormais tout le temps dans cette maison. Bref, ça pour dire que j'ai appris à me connaître, puis ce que je savais déjà sur moi, j'ai été confrontée à gérer ça dans la maison. Fait que j'ai appris à me dire, hey, moi, je dors tout le temps, mais c'est mon super pouvoir. Fait que, tu sais, les gens prenaient 3, 4, 5, 6 cafés par jour. Moi, je prends pas de café, mais je fais ma sieste de 30 minutes à un moment donné dans la journée. À un moment donné dans la journée, je suis vraiment plus capable. Genre, je prends ma sieste, puis après ça, je me sens bien, je reviens dans la conversation, je suis de bonne humeur. Fait que, tu sais, il y avait plusieurs choix. Il y avait le choix, tu prends pas ta sieste, tu reviens, t'es comme marabout, tu prends pas de café, fait que là, t'es comme pas là. Ou tu prends ta sieste, tu reviens, t'es positif, puis tout est réglé. Fait que, tu sais, j'ai comme appris à genre me dire, hey, c'est correct de faire une sieste en plein milieu de la journée. T'es pas bizarre. Puis peut-être que tu pourrais même l'intégrer dans ta vie. Oui, bien parce que tu roules quand même pas mal. Là. Fait que là, super souvent, je me prends un 30 minutes. Genre, je sais que j'ai un trou de 30 minutes entre 2 meetings. OK, je me mets un cadran de 20 minutes, je pars. Puis mon chien est content. Là. Elle saute sur le lit, puis elle sait que c'est la sieste. Elle sait, là, dès que je me mets sur le lit durant la journée, elle saute, puis là, elle se roule sur le lit, puis elle est comme, c'est la sieste! Puis je suis rendue, au lieu de me sentir comme une merde, quand je m'assieds, je suis pas capable de faire une journée normale comme tout le monde. Ben, je me dis, crime, je fais ma sieste, mais après ça, je travaille jusqu'à minuit. Fait que je suis comme, finalement, ça marche pour moi. Oui. Fait que ben, pour avoir fait une émission sur le sommeil, t'es pas dans le champ. On devrait... notre rythme de vie nous impose à ne pas faire de sieste, mais à une certaine époque, on dormait des 4 heures. Après ça, on continue notre journée, on dort un 3 heures. Fait que, inquiète-toi pas, là, c'est sain, en fait, on de dirait faire que ça. je m'écoute. Oui. J'écoute mon corps, puis je vis ma vie, j'adapte ma vie professionnelle. Et c'est aussi pourquoi une raison, je veux pas retourner en compétition. Je veux écouter mon corps plus que tout, genre, dans le fond. Mais c'est beau, ça. Puis ça a été beaucoup Big Brother, là, mais ça a été beaucoup la pandémie qui m'a obligée à comme faire, ben, t'es à la maison tout le temps, puis là, d'un coup, t'es fatigué, tu peux la prendre ta sieste, prends-la, puis va donc ce que ça fait, t'sais. Au début, je me sentais coupable, puis tout le monde me dit finalement, mais au psychologue, mais tout le monde, hey, tu travailles tellement, prends-le ta sieste. Ma mère a dit toujours, tu pourrais dormir pour une vie tellement que t'es intense. Fait que genre, tu fais juste récupérer, là. C'est normal que tu sois tout le temps fatigué, tu vas juste travailler, genre. Moi, je suis comme, non, je suis tout le temps fatiguée, tu sais. Fait que, il y a beaucoup d'acceptation là-dedans. Oui, mais ça, ça laisse place à ta tête de cochon qui prend soin de ta tête de cochon. Ouais. Ben, je suis pas encore très bonne, hein. Non, mais t'es dans le processus quand même, là. C'est ça. Je suis dans le processus de dire, je fais ma sieste, point, c'est correct, ouais. Ça devient un meeting dans ma journée. Faut juste que je trouve le bon trou pour la faire. Puis s'il y a des journées que je sais que je peux pas faire ma sieste, ben je me commande du Uber Eats Starbucks, parce que je sais que ça, tu sais, je vais prendre mon matcha, puis je vais m'assurer qu'au moins je vais avoir quelque chose comme un petit cadeau pour dire, OK, ben t'as pas de sieste aujourd'hui, mais tu t'es commandé 2 drinks au Starbucks de matcha, puis tu sais, fait que je trouve des moyens de contrer le fait que je peux pas avoir ma sieste d'une façon positive. Fait que bref, je me trique moi-même. Tu sais, je joue avec mon cerveau moi-même. Mais en même temps, c'est ça, c'est que tu as développé cette force-là, puis tu sais qu'au final, t'es tellement mieux quand tu fais ça, là. Aussi, comme le fait que je dépense beaucoup en thé. Je pense énormément en thé, en matcha. Là, c'est rendu j'ai un budget mensuel. Mon Dieu! Pour une livraison de thé, matcha. Mais tu peux en faire à la maison, J'en fais aussi à la maison. Okay. Fait que là, c'est rendu que on a investi dans une machine pour faire ça à la maison, puis j'en commande pareil. Fait que tu sais, j'ai comme un budget mensuel. Puis au début, je me sentais mal. Je me disais, faut que je diminue mon... Puis là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est tellement quelque chose de positif dans ma vie, le matcha. Pourquoi? C'est tellement bon, en plus. Tu sais, il y a quasiment... En fait, il n'y a pas grand négatif. C'est peut-être juste les calories, là. Mais le fait que la livraison, elle coûte cher. Oui, mais c'est ça. Les négatifs, c'est l'argent. Puis moi, j'ai décidé d'investir dans mon matcha dans la vie.
arrête de te sentir coupable, genre, puis oublie les autres qui disent, wow, que tu commandes ça, tu fais juste te commander, genre, un thé, puis ça te coûte, je sais pas combien. Ouais, mais ça change ma vie. Fait que, fuck it. Je continue. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, j'apprends à voir mes petits défauts d'une façon... Non, je l'embrace, puis je suis fière. Il y a juste une affaire, là, c'est le coke diète, ça, j'ai de la misère. Ça, je rêve pas. Ça, je sais que je... Mais, tu sais, on a tous nos petits travers, là. Moi, Après c'est ça, le c'est d'apprendre à lâcher prise puis de l'accepter, tu sais. Ouais. Puis... J'ai pas accepté encore. Je me sens encore mal. Je termine toujours avec un segment qui s'appelle les 3 petites questions. Donc, c'est les 3 mêmes questions pour toutes mes invités. OK. Mais c'est toujours intéressant d'avoir la vision de chaque tête de cochon par rapport à ces questions-là. Alors, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? OK. Je pourrais la twister positivement comme si j'étais en entrevue pour avoir l'air cool. Genre, c'est quoi ton défaut? Ah, moi, je suis trop perfectionniste. Mais je vais dire la vraie vérité. Je pense que des fois, j'ai de la misère à accepter la critique. Puis c'est ce qui fait que ça m'a poussé dans ma vie à avoir du succès parce qu'on me disait, toi, tu seras pas capable d'être juste une fille. Je disais, ah ouais, ben fuck you, je vais le faire pareil. Mais quand c'est de la critique vraiment constructive et positive, des fois, je bloque un peu. OK. Puis des fois, je suis comme, je vais dire non, j'ai raison. Puis jusqu'à temps que quand je slow down un peu, je fais comme, ouais, non, finalement, il avait vraiment raison. Puis là, je m'en vais voir la personne, non, finalement, t'as raison, j'ai réfléchi à ça. Fait que je vais dire que ça va, mon côté vraiment poche de tête de cochon, c'est surtout ça, je pense. Mais en même temps, il y a quand même, tu sais, il y a une portion de ta tête de cochon qui t'a amené très, très loin. Ouais. Fait que, sans ça, je serais pas où je suis aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a... En fait, c'est que t'as appris à t'en servir de manière positive. C'est un peu ça le but. Puis maintenant, aussi. je travaille énormément pour éviter le moment où je fais comme non, tu sais, fait que je m'outille, c'est con, là, mais une respiration, d'essayer de comprendre comment je me sens. Dans le fond, souvent, c'est peut-être, mettons, de la déception que je mets en tête de cochon, tu sais. Fait que je travaille très, très fort là-dessus. Fait que souvent, je réussis à moi-même à me contrôler dans mon moment tête de cochon. Puis ça, c'est vraiment... C'est comme un petit succès, là. Ben oui, parce que tu le transformes en outil. Tu utilises ça comme une force, puis c'est un peu ça aussi. Le but, c'est que, oui, des fois, ça peut nous nuire, mais quand on apprend à bien l'utiliser, ça nous propulse. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu fonces, puis écoute, je veux dire, ce que tu as accompli, puis, tu sais, tout ce que tu as tassé sur ton passage, même s'il y avait des obstacles, je veux dire, sans tête de cochon. Je pense que... Moi, j'ai toujours dit que les femmes qui avaient du succès dans mon domaine il y a dans 10 ans, on était toutes des espèces de têtes de cochon. C'est impossible d'avoir du succès dans mon temps si t'étais pas genre « fuck you! » genre, sinon, tu t'en allais ailleurs. Tu te faisais ramasser, tu t'en allais ailleurs. Fait que, quand on se regroupait, les 5 filles dans mon équipe, on était toutes de même. C'était un peu des explosions, là. Ouais. Quand on savait pas comment se gérer, tu sais. Fait que c'est ça que... Ouais. Quel conseil, en fait, tu donnerais aux autres têtes de cochon qui désirent foncer, autant dans les jeux vidéo que dans la vie, peut-être, en général? Je pense que des têtes de cochon, on est souvent très difficile sur soi-même. Là. Moi, je dirais... Très exigeant. Oui, exigeant, c'est plus ça, je veux dire. Ne pas se comparer. Parce que, dans le fond, le pire que tu peux faire, c'est de te comparer au succès, aux autres, mais en général... moi, ce que j'ai appris, c'est vrai que c'est le journey, c'est vrai que c'est le parcours qui est le plus important. Puis souvent, l'autre personne a fait le même parcours, mais elle montre juste le succès, tu sais. Fait que quand tu te compares avec des idéaux irréalistes, puis ça va juste te nuire mentalement. Fait que, tu sais, le but, c'est de penser à toi, à tes objectifs à toi. Puis, tu sais, ça peut avoir le même objectif qui est, ben, toi, tu vas être la kick-ass, badass, peu importe. Mais si tu te compares aux autres, tu fais juste te nuire. À moins que tu te compares d'une façon, comment je pourrais, tu sais, m'améliorer de cette façon-là, tu sais, d'une façon plus positive. Mais si tu te compares pour dire, genre, moi, je suis pas rendue là, je suis pas si cool, j'ai pas signé ce contrat-là, peu importe, ben ça va juste te nuire. Tu sais, le but, c'est de dire, ben c'est quoi mon objectif à moi, là, qui est réaliste, puis que je veux atteindre, puis après ça, je vais monter l'autre marche, Dans le fond, c'est de se comparer à soi-même, de tout le temps s'améliorer. Ouais.
personnellement. Puis, tu sais, même quand on s'améliore pas, des fois, ça prend un pas en avant pour faire 2 pas en arrière, pour refaire 4 pas en avant. Fait que, tu sais, c'est pas un parcours qui est linéaire. Et puis, souvent, c'est un parcours qui est vraiment tout croche, plein d'embûches, mais qu'on célèbre juste quand le livre est sorti, puis on fait un lancement de livre, tu sais. Mais ça rendre à se lancer le livre, là, c'est 2 ans de... Oui, c'est ça. C'est beaucoup de défis et de... Effectivement. Et finalement, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ça, c'est une des questions les plus difficiles pour moi. Un peu ce que j'ai dit par rapport à élever tout à l'heure, mais moi, je te dirais, ce serait plus un truc personnel. Ben oui. Ça serait vraiment comme d'avoir pris en main ma santé mentale et physique beaucoup plus que ce que je fais là. En fait, j'essaye, là, j'ai vraiment de la misère. Mais tu sais, de vraiment penser à moi, de ralentir, de trouver des moyens potentiellement de faire le même impact sans me surcharger, sans que ça soit moi l'écrou, le bottleneck. Puis vraiment pour que je puisse être proche de ma famille. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Puis mes amis, puis ma tribu. On dirait que je veux comme retrouver à chiller avec eux autres, ce que je n'ai pratiquement jamais fait de ma vie. Fait que j'ai redéménagé au Québec, j'ai acheté juste à côté de mes parents. J'essaie de les voir quasiment chaque jour, même si c'est pendant 1 minute. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts sur ça, puis je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Bien, je te le souhaite. Merci. Je te souhaite que tu t'épanouisses, que tu continues de faire des projets, mais que tout en continuant d'apprendre à t'écouter. Oui. C'est mon plus gros défi, puis ce que je me souhaite à moi-même aussi d'ici 10 ans. Merci beaucoup, Merci Stéphanie. de m'avoir invitée. Et voilà, c'est ce qui conclut la 2e saison de Tête de cochon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout un grand merci à la Maison de la Culture Maisonneuve de nous avoir accueillis dans vos studios. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et vous pouvez également visiter le site têtedecochon.ca. Restez à l'affût parce que je vous prépare toute une saison 3. À très vite. Bye!